talk to my little friend. Salut à tous et bienvenue pour un nouveau vlog déconfiné avec Popcorn Reborn. Donc la dernière fois, on était aux côtés de Jess Liodin pour parler de Tony Scott. J'allais dire Sir Tony Scott, mais il n'était pas encore à l'inverse de son frère. Cette fois-ci, on va s'intéresser à des films qui font beaucoup discuter, des films qui divise la cinéphilie mondiale, parce qu'on est comme ça, puis qu'on a envie de rajouter une petite touche de nuance dans ce combat un peu couillon, pour dire ça proprement. Alors, on va être avec Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour Benjamin, bonjour Giovanni, bonjour tout le monde. Et avec Giovanni. Eh bien, bonjour, monsieur Léam, comment allez-vous? Eh ben, en pleine forme. Et puis bien sûr, on va être rejoint par Adrien qui est en retard parce que Adrien a décidé de faire une mise à jour, plus ou moins à la dernière minute. Oui, Voilà. Ouais. J'espère qu'il ne coupera pas cet extrait parce que je tiens à ce qu'il le sache. Donc on va parler de films de Marvel Studios. Donc pour être précis, on ne va pas parler de films des super-héros Marvel qu'il y a pu y avoir avant les années 2000 ou même pendant les années 2000. On va vraiment parler des films Marvel qui ont lancé le Marvel Cinematic Universe ou MCU comme on dit. On va parler bien sûr, on va en parler bien sûr à partir de nos expériences personnelles. Ça, on insiste dessus. On va pas en faire un exposé énorme. D'ailleurs, c'est pas notre but. Notre but, ça va pas non plus de gueuler contre les fans ni de jouer les fans, de torcher une formule qui a réussi à fonctionner en termes de box-office, tout comme de la louer. Enfin bref, on va essayer d'être le plus nuancé possible et de pas oublier nous comment on a vécu ces films parce que c'est de là qu'on part à chaque fois. On va démarrer du coup avec Giovanni. On va y aller dans l'ordre non chronologique. On va la jouer à la George Lucas. c'est ça. Donc on va démarrer. Oui. Si je peux juste m'accorder une petite parenthèse avant de laisser la parole à Giovanni, c'est que comme tu le dis, en fait, le truc c'est que même si les films Marvel en fait nous divisent, comme tu le dis, profondément, qu'on le veuille ou non, c'est quand même une formule qui a redéfini l'industrie du blockbuster et du divertissement depuis 10 ans, et ils ont quand même malgré tout un public extrêmement large qui ne cesse en fait de faire preuve de sa fidélité en salle, quoi. Donc qu'on le veuille ou non, c'est une réalité. Donc, comme tu le dis, il faut aborder la chose avec cette dimension-là à l'esprit pour pas tomber dans la caricature, quoi. Ouais, le but c'est vraiment pas jouer les énervés contre tout le monde ou de dire que tel réalisateur est plus ou moins débile que l'autre. Ce serait trop facile. Mais même Ouais. envoyé comme ça, ça marque déjà une certaine tendance. Malgré tout, on a, Non, mais je vous rassure, on va cadrer un peu. voilà, et Adrien va venir faire son trublion sur les derniers Spider-Man, ça va être formidable. Voilà. On a hâte. Donc on va démarrer avec, je crois, la 19e entrée de l'univers Marvel du cinématique Universe. Donc Ouais. c'est avec Avengers Infinity War sorti en 2018 et qui fait partie de la fameuse phase 3. Exactement. Pourquoi ce choix? Parce que simplement, je trouve que c'était le bon moment pour enfin réunir les 426 000 personnages Marvel qui avaient déjà été mis en place depuis le début de ce fantastique MCU. Moi, j'attendais le film avec vraiment beaucoup d'impatience, pour deux raisons. La première, c'est que j'avais vraiment beaucoup aimé le premier Avengers, là où on avait déjà ce premier rassemblement, même si ci et là, ils s'étaient croisés. Les différents personnages, mais là on avait un vrai rassemblement officiel des personnages les plus emblématiques de Marvel. Film que j'avais à l'époque vraiment beaucoup aimé, que j'avais trouvé cool aussi dans sa façon de les réunir, et enfin en plus on ouvrait ça à un vrai univers un peu extraterrestre avec toutes ces attaques qui venaient de on ne sait où, on nous plaçait dans un univers vachement moins terre à terre que certains Iron Man ou autres passages d'autres super-héros, enfin bref. Et l'idée c'était
comment, à travers une grosse baston, on pouvait arriver à penser que maintenant qu'ils sont en équipe, ils sont encore plus, à nos yeux, indispensables de les retrouver régulièrement comme ça. On a vibré après au cours de leurs films respectifs pour arriver à un Avengers 2 que j'ai juste détesté. Je vais être clair, net et précis. J'ai vu ce film, je me suis dit, mais what the fuck? Pourquoi, en fait? Voilà, Ultron, ouais, on a vite fait le tour. Hein. C'est l'ère d'Ultron, si je dis pas de bêtises, son titre complet. Encore ensuite, dispatché avec les autres films individuels. Certains très bien. J'avais adoré, par exemple, Civil War, qui était... Enfin, franchement, qui était déjà un Avengers, quoi. Faut pas l'appeler autrement, quoi. Mais bon, quoi qu'il en soit, il était quand même inscrit dans l'ère Captain America. Et on arrivait enfin, comme tu l'as dit, 25 avril 2018 en France, avec la grande sortie. J'avais vu ça le jour de sa sortie en salle au Cinéma Vida, maintenant Megarama à Arras. Et moi, je l'attendais beaucoup parce que j'avais vraiment la sensation que on savait que c'était un film en 2 parties. J'entends par là, il serait suivi un an après de sa suite et fin, qui marquerait, pour ainsi dire, l'histoire de Thanos, cette grande menace qui règne sur les Avengers et qu'on voyait quelques minutes par-ci par-là dans les précédents films. Et ben là, on allait enfin pouvoir s'y frotter, on allait enfin pouvoir s'en prendre plein la tronche. Et c'est exactement ce que ça m'a apporté à moi. J'ai adoré les différentes sous-parties avec ces différents personnages. Ils sont tous dans le même film, mais aussi fou que ça puisse paraître, ils sont quand même assez individualisés dans tous les petits compartiments qui les concernent. J'ai aimé le méchant. J'avais besoin de retrouver un méchant charismatique, un peu comme ce fameux Dark Vador dont on parle tout le temps comme étant un grand méchant emblématique du cinéma de ce genre-là, on va dire. Bah, j'ai retrouvé ça, moi, à travers Thanos, qui est en plus plutôt pas mal interprété. J'ai vraiment préféré, par exemple, Thanos dans le Infinity War que dans le Endgame, clairement. Voilà, en tant que tel, c'était pour moi la possibilité d'avoir une belle baston. C'est la mise en scène habituelle de chez Marvel, mais malgré tout, je m'y suis plutôt bien retrouvé dans ce que j'ai vu. J'ai réussi à m'accaparer les images, à les comprendre, à les apprécier surtout. Et puis, ben, je suis arrivé à la fin d'un film avec ce petit et tout ce qui s'ensuit. Ben, je vais vous dire que clairement, j'ai eu vraiment envie d'être un an plus tard et d'aller découvrir la suite de cette aventure. Je parlerai moins du Endgame parce que forcément, je sais que peut-être certains d'entre vous deux sont très fans et moi, je le suis quand même nettement moins. Je reste mitigé sur mon. C'est pas mauvais, hein, mais clairement, c'est vraiment pas celui que j'ai préféré. Mais voilà, quoi. L'Infinity War, pour moi, il était le. Je trouve que c'est vraiment quasi la pierre angulaire un petit peu de cet univers-là, de ces 23 films, hein, si je dis pas de bêtises, sur la saga complète. Là. Et voilà, c'était une belle apothéose dans ce truc. J'aurais aimé que ça retombe pas un peu à plat dans le dernier, même si il y a encore quelques moments qui sont cool. Mais voilà, j'ai vécu ça de manière intensive et en tant que spectateur, ça m'a vraiment apporté ce que j'avais besoin de trouver dans un film intitulé Marvel, avec des super-héros, des mecs avec des pouvoirs dans tous les sens, des méchants qui ont de la gueule. Voilà, pour résumer ça comme ça, en tant que mec qui voulait aller prendre son pied et peut-être un peu ranger son cerveau dans un tiroir avant d'entrer dans la salle de cinéma, ben, je m'y suis plutôt bien retrouvé de ce côté-là. Mais c'est vrai que moi j'avais détesté vraiment les 2 premiers Avengers, quoi. Donc les 2 films de Joss Whedon. Pour moi, pour moi, il concentre un petit peu tout ce qu'on a pu reprocher, souvent en raison, à mon sens, au MCU. C'est de faire c'est d'avoir une conception en fait de la franchise, une conception du récit cinématographique étalée sur plusieurs épisodes, qui est en fait très télévisuel, aussi bien dans l'écriture que dans la mise en scène. Du coup, la mise en scène se mettait au diapason de l'écriture et ça, pour moi, ça aboutissait vraiment un produit moche en fait, un produit moche où tu demandais pourquoi des blockbusters qui les ont coûté 200 millions de dollars en fait étaient pensés, conçus comme un épisode de série télé que tu te matais pendant la trilogie du samedi dans les années 90 quoi. Et ce que j'ai apprécié en revanche dans Infinity War, et ce qui m'a vachement surpris, c'est que pour la première fois, en tout cas dans les Avengers, j'avais l'impression que tu avais une ligne d'écriture qui était très claire. C'est-à-dire que les Russo ont été très malins de ce côté-là. C'est que plutôt que de faire un film, si tu veux, qui allait se voguer, voguer entre les différents points de vue des différents héros et aboutir à une cacophonie qui, à mon avis, sera la cacophonie de Endgame, d'accord? Et là, tout le film était raconté du point de vue du méchant.
Et j'ai trouvé ça hyper payant parce que non seulement Thanos est effectivement un personnage qui est assez passionnant, notamment grâce à Josh Brolin, qui est son interprète sous le costume de la motion capture et qui livre une performance que je trouve qui est quand même assez remarquable. Mais en plus, je trouve que ça donne une ligne claire à la narration. Tu sais, ça organise naturellement les événements et dans un souci dans un souci d'efficacité et dans un souci d'articulation du récit qui, pour le coup, est vraiment cinématographique, tu vois. Ça organise vraiment en fait tout ça. Et j'ai trouvé que les frères Rousseau, en fait, à ce niveau-là, bah, ils avaient compris le truc. Ils avaient vraiment compris le truc et ils avaient vraiment agi pour le coup comme des artisans intelligents qui arrivaient à proposer un point de vue sur un cahier des charges qui est quand même extrêmement lourd et difficilement domptable. On a pu le voir à plus d'une reprise chez Marvel. Moi, même si je trouve pas le film très forcément concluant sur tous les plans, j'ai trouvé que ça, au moins, tu vois, ça permettait au film de fonctionner. Même si après, ouais, visuellement, t'as toujours les limites de Marvel, les limites Marvel, notamment, je pense à cet affrontement final, en fait, où t'as les deux factions, les deux armées, des méchants et des bons qui se réunissent dans un décor qui est on ne peut plus générique, avec une utilisation des pouvoirs qui est aussi très générique. Sauf Thor, en fait, qui je trouve, le petit arc de Thor dans le film. En fait, il a son efficacité et pour le coup, je ressens vraiment quelque chose pour la puissance du personnage à ce moment-là. Mais voilà quoi. Du coup, je pense que Endgame est pas forcément un grand film, mais je crois en tout cas que c'est un film, hein, tu vois, au sens classique du terme. Bah moi, j'ai aimé aussi dans tout ce que tu dis d'Infinity War, moi j'ai vraiment aimé le fait qu'ils ont posé pardon, un vrai enjeu dramatique et ils l'ont soutenu et tenu, pour ainsi dire, jusqu'au bout, quoi. Tu sais forcément qu'il va se passer quelque chose sans exactement savoir quoi, mais ils n'ont pas peur de mettre du drama dans ce truc et de te mettre en tension, quoi. Tu arrives à la fin et ce fameux claquement de doigts, putain, on s'y attend tous, hein, on se doute bien que quelque chose de ce genre va arriver. Mais ils ont amené ça de manière assez intelligente, je trouve, et j'ai pas peur de le dire malgré tout dans l'univers Marvel, mais ils ont amené ça de manière très intelligente. Et franchement, quand ça arrive, moi j'ai eu des frissons, quoi. Enfin, la cinématographie du truc était puissante, quoi. Enfin, j'étais devant ce film à me dire waouh, quoi. Et ça me fait penser à un autre parallèle. Et je fais une parenthèse, accordez-la à moi, mais je suis allé voir avec mes enfants il y a quelques mois maintenant, on était allé voir le dernier Star Wars, l'ascension de Skywalker. Et ce film, aussi critiquable et critiqué qu'il ait pu être, il m'a fait remarquer quelque chose où mon fils aîné, Raphaël, m'a dit une phrase qu'il m'avait déjà dit justement dans Infinity War au moment du claquement de doigts. Vous savez, cette scène où à la fin, il y a tous les vaisseaux qui débarquent, qui sont prêts un peu à dézinguer tout ce bordel là-dedans. Il m'a regardé, il m'a dit, oh papa, ça me donne des frissons, quoi. Et ben, c'était ce genre d'image, en fait, qui, même si elle est issue d'un film, et là, plus pour le Star Wars d'ailleurs que pour le Marvel, mais d'un film qui, en tant que tel, restera pas, moi, dans mes énormes classiques jusqu'à la fin de mes jours, mais il a su me procurer ce moment du claquement de doigts, et pas que d'ailleurs, des sensations, et au moins les sensations que je cherche à retrouver quand je mets de côté, et je le disais tout à l'heure, quand je range un peu mon cerveau, que je vais voir un film où il y a quand même moins besoin de retourner l'histoire du cinéma dans sa tête quand on est devant, bah voilà, j'ai pris mon pied et j'ai pas peur de le dire. Ouais, mais je pense que la différence entre Star Wars 9 et Infinity War, c'est que dans Infinity War, tu as quand même les frères Russo qui sont en fait des réalisateurs, faut pas oublier, de séries. Mais bon, de séries comme Community, entre autres, hein, mais en attendant, c'est des personnes qui savent très très bien manier leurs personnages. Ouais. Et surtout, ils ont l'art du cliffhanger, quoi. Ouais, non, puis surtout, au-delà du cliffhanger, et même, je trouve même de ce qui est sériel, ils savent faire d'un seul épisode un moment de télévision. Et t'es pas obligé, par exemple, dans Community, de te dire, OK, il faut voir tout un arc, parce que le premier, sinon, il sert à rien, et le deuxième, bon, il est moyen, puis le troisième, c'est le plus important. Community, tu peux regarder un épisode et te dire, ah putain, ouais, bah ça, c'est tellement bien fait, je suis rasé, tu vois, c'est bon, j'en ai assez. Et puis dans Star Wars, le moment où tu as les vaisseaux qui débarquent, mais moi, bon, déjà, le film est tellement incohérent avec le reste que j'y crois pas une seconde. Et puis tu te dis qu'est-ce qu'il les pilote, et puis tu te dis d'où il les sort. Et en fait, du coup, quand je les vois sortir, je me dis ouais, c'est tout. Alors que du coup, dans Infinity War, quand tu vois comment il prépare le personnage de Thanos, comment il prépare aussi les micro-défaites de chacun des personnages, et en plus, je trouve oui, la scène de combat au Wakanda, je pense que, à mon avis, ils étaient pas dedans, et je pense que ça a été peut-être même réalisé par quelqu'un d'une seconde écrit
c'est la seconde pub, c'est clairement la Ouais. seconde. Et par contre, tu vois une chose, c'est qu'ils se sont investis sur un truc. Je trouve que c'est la scène d'ouverture à New York avec la bataille, parce que tous les pouvoirs je trouve, se mélangent assez bien. Et aussi la scène où ils essayent d'enlever le gant à Thanos et où ça merde. Ouais. Parce que tu vois que c'est assez bien chorégraphié quand même. Et les mecs usent tous les pouvoirs pour faire une sorte de maelstrom super-héroïque qui en plus échoue. Et là-dessus, je pense que les frères Russo, on leur donne pas assez de crédit sur la direction des personnages et aussi même sur la direction d'acteurs, parce que tu vois qu'ils savent ce qu'ils font. Et je trouve qu'ils arrivent à tirer même parfois de petits moments. Comme dit Guillaume, le Thor est incroyable, quoi. Je trouve que le Thor, il sort vraiment du lot. Le Doctor Strange, il est magnifique aussi, même jusqu'à sa disparition. Et le Thanos, quand il y a ce truc, tu sais que en fait, tout le film t'a préparé, donc tu sais que c'est tout. Ils ont perdu. Ouais. Donc là, ça doit finir comme ça. C'est vrai que mine de rien, c'était pas un enjeu facile à porter de marquer la première vraie défaite, en fait, des personnages et des Avengers. Et ce que je trouve assez mortel, vraiment, pour le coup, j'assume le terme, à la fin, c'est que tu es apaisé. C'est que tu ressens toute la sérénité, l'apaisement de Thanos après qu'il ait claqué son doigt. Et je me dis, putain, mais en fait, le sentiment de frisson dont Giovanni parle et le malaise, en fait, que tu ressens, c'est parce que en fait, le mec, il est content, il est apaisé d'avoir éteint la moitié de l'humanité. Et te fout, mine de rien, je pense que c'était pas forcément évident de te faire adopter ce point de vue-là dans un blockbuster avec un cahier des charges comme celui des Avengers. Et pour rebondir vite fait sur la comparaison avec J.J. Abrams, c'est vrai qu'il faut le dire, c'est que Abrams, quand il a commencé à faire de la série télé avec Alias et Lost, que je connais, c'est pas des séries que je connais forcément, mais je me souviens que tout le monde s'accordait à dire à l'époque que c'était un type qui apportait du cinéma, en fait, ou une velléité de cinéma dans la série télé, tu vois. Notamment dans Lost, il me semble que le premier épisode, le pilote avec le crash de l'avion, etc. et tout, en fait, on s'est dit, putain, mais voilà, quoi, ça dépasse largement les cadres de la télé. Et comme les frères Rousseau, quand tu regardes la Community et tout, c'est pareil, tu vois, ils essaient il y a cette volonté de faire un peu de cinéma, mais au sens narratif du terme, c'est-à-dire que je commence un épisode, je le termine et c'est un truc autonome, quoi, tu vois, autarcique. Et eux aussi ont essayé de faire ça, quoi. Je pense que du coup, c'est assez symptomatique en fait de ce qui est devenu le blockbuster aujourd'hui. C'est de dire que vraiment, ce sont des types qui auparavant avaient essayé d'amener du cinéma dans la série télé, qui ont amené de la série télé dans le cinéma, quoi, tu vois, clairement. Mais la différence avec les Rousseau, c'est que même si ça marche pas à chaque fois, c'est quand même des mecs qui savent mieux travailler leur personnage qu'Abrams, quoi, tu vois. Et ils savent mieux leur définir des arcs. Tandis qu'Abrams, tu sens qu'il est tout le temps en train de courir derrière la péripétie de l'événement pour essayer de combler le vide. C'est parce que je pense que les Russo, eux, ils aiment bien quand ça se termine, mais sans forcément te foutre une mystery box à la fin, quoi. Ça, ouais, clairement. Ils ont aucun intérêt. Eux, ce qu'ils aiment bien, c'est tenez, c'est ça ce que vous aurez, votre statu quo, il est explosé. Et en plus, là-dessus, c'est passionnant, quoi. C'est ça. Et en plus, tu sens que derrière aussi, Abrams, ils ont pas peur de faire exister leur perso, mais sans rajouter des péripéties les unes après les autres, tu sais, leur laisser des plages pour exister un petit peu. Après, attention, hein, c'est pas du Bergman, hein, qu'on se comprenne bien, mais tu vois, t'as quand même cette volonté de faire respirer un petit peu l'arc des personnages, quoi, tu vois. Tandis que chez Abrams, c'est toujours une péripétie qui court après l'autre, etc. Parce que tu sens que le mec ne sait pas faire ça. Il n'a vraiment, enfin, pour moi, Abrams n'a jamais su faire ça, quoi. Et du coup, tu sens que les désirs de faire cinéma chez Abrams, en fait, c'est un peu un cache-misère, en fait. C'est un peu des fétiches, tu sais, des éléments de langage qui te pensent comme ça, etc. Pour pas que tu es en train de regarder un film. Je trouve que ça fonctionnait dans les Star Trek. Ça fonctionnait un peu mieux dans les Star Trek, quoi, c'est vrai. Parce qu'il y avait aussi, il y avait bien sûr des scénaristes. Alors, dans l'épisode 9, bon, déjà, tu as Chris Terrio, qui était derrière Batman v Superman, voilà, et qui était derrière Argo. Et je trouve que le gros problème des scénarios de Chris Terrio, c'est un peu comme le cinéma de Zack Snyder, c'est-à-dire qu'il est littéral. Donc, tu enlèves un morceau, plus rien ne fonctionne parce que c'est pas du tout c'est pas un cinéma de l'évocation, c'est un cinéma de la littéralité. Et du coup, tu enlèves un bout, ah bah ouais, ça veut plus rien dire et c'est complètement con. Bah ouais, mais c'est normal, c'est parce que c'est pas un cinéma. En fait, c'est pas vraiment du cinéma dans le sens où c'est pas des images qui évoquent. Non. C'est pas une imagerie de l'évocation. Alors que je trouve que les Russo, comme tu dis, ils laissent le temps aussi de se créer des petits moments avec les acteurs. Et ça, je trouvais que c'était assez rare quand même dans les derniers Marvel. Et non, après tu disais oui, dans les séries, on a du cinéma.
juste pour dire une chose, dans les séries, bien sûr, il y a eu les one-shots, c'est-à-dire un épisode qui raconte une histoire. Ça, il y en a toujours eu bien avant, on dit pas le contraire. Mm. C'est juste qu'au niveau de la sitcom, je pense notamment, souvent les épisodes de sitcom, on les enchaîne. On les enchaîne et on suit le quotidien des personnages. Et au niveau de beaucoup de séries, enfin, au niveau notamment de ces séries de sitcom, ouais, notamment les dernières séries, des drames ou quoi, même si c'est des one-shots, on suit le quotidien. C'est feuilletonesque dans le fond. Peut-être pas directement, mais dans le fond. Alors qu'avec les Russo, non, c'était le feuilleton, on allait le mettre à mal. Et on allait dire, tenez, on va vous raconter une histoire. Ces personnages-là, on va remaker leur relation en explorant tel genre de cinéma et on va voir ce que ça donne. Les mecs, ils s'amusent. Et moi, je trouve que c'est. En plus, c'est quelque chose qui manquait dans les Avengers, je trouve, de Joss Whedon, c'est que ça ne s'amusait pas, quoi. Visuellement, c'était pas amusant à regarder. Enfin, C'était dégueulasse, enfin, c'était vraiment moche. Ouais. Moi, je me souviens que le climax du premier Avengers, où tout le monde s'extasiait, parce que vous vous souvenez du plan de l'abandonnance, le fameux travelling circulaire où tu les vois et tout. Alors, c'est gentil, mais je suis désolé, tu sens que ça avait été pris en charge par l'équipe. Voilà. Et pour le reste, le mec, il te faisait juste une copie du climax de Transformers, quoi. Mais sans Michael Bay derrière, c'est-à-dire que tu avais l'impression de voir un épisode de Buffy contre les vampires qui essayait de refaire Transformers. Et c'était pas beau, quoi. C'était pas beau, c'était vraiment plat. Non, puis le gros problème, c'est que je trouve que le kid Joss Whedon arrive à bien le gérer dans Buffy. Mais dans Avengers, enfin moi j'ai même pas compris par exemple dans le premier c'est pourquoi ils ont donné cette armure à Captain America en lycra quoi. Ah ouais. J'ai pas du tout compris alors qu'il avait une belle armure dans le précédent et je trouve que du coup les frères Rousseau ont remis une belle armure dans le deuxième Captain America et même dans les derniers qui a du sens quoi, qui en plus qui a un poids et qui veut dire quelque chose du personnage quoi. Ouais. Parce que concrètement, dans le premier Avengers, bah, tu dis putain, ils vont vendre des figurines parce qu'il est tellement lisse. C'est pratique pour ensuite vendre les figurines et les fabriquer. Quoi. Il n'y a pas de détails. Ouais, non, c'est clair. Mais en plus, même les décors, enfin, je sais pas si tu te souviens, les décors, tu avais l'impression de voir les trucs techno-métal, etc. et tout, qui ont aussi dû servir à 350 épisodes de séries télé différentes avant. Tu les prenais, tu mettais tous les Avengers dedans, et puis tu crées ta scène, quoi. C'était du quoi zéro. Mais du coup, par contre, pour revenir sur les Rousseau et le diptyque Endgame Infinity War, tu sens par contre qu'ils sont complètement rattrapés par cette dimension feuilletonesque sur le dernier, quoi. Et tu sens que dès le début, bon, de toute façon, c'est pas un spoiler, mais dès le début, quand il tue Thanos, bah, maintenant tu te retrouves du coup à devoir gérer un récit sans la colonne vertébrale qui te permettrait de l'articuler dans l'épisode précédent. Et du coup, tu as cette espèce de succession de mini-sketchs en fait qui ne constituent pas un film, mais juste des moments qui sont assemblés les uns à côté des autres au petit bonheur la chance. Après, ils ont essayé de faire leur film de braquage. Tu vois qu'ils ont tenté quelque chose, mais je pense qu'au-delà même du feuilletonesque, ils ont été aussi rattrapés par le Star System, quoi. Ouais, et tu le vois avec la grande bataille finale. T'es content de tous les voir sortir des portails. Ah, puis d'un seul coup, tu sais pas ce qui se passe, mais tu sens qu'il y a une équipe pour aller filmer l'autre connard, une équipe pour aller filmer l'autre connard, et puis que les ressources étaient là. Ouais, mais attendez, nous, c'est peut-être pas ce qu'on avait prévu. On avait un travelling qui chopait Spider-Man, Spider-Man se faisait attraper et tout. Ouais, mais votre travelling, on s'en a rien à branler, on va le couper avec les personnages qui tuent ici. Et du coup, tu as l'impression que le cahier des charges a même à chier sur leur travail, quoi. Et ça, je trouve ça dommage. Dommage, ouais. Et en plus, tu sais, dans les épisodes de sitcom, les séries finales, tu sais, ou ce qu'ils aiment bien faire à chaque fois, c'est essayer de faire réapparaître le maximum de personnages qui sont intervenus. Tu sais, pour faire une sorte de cadeau d'adieu aux téléspectateurs. Bah, Toi, t'as regardé Desperate Housewives. Ouais, mais c'est ça, mais c'est du niveau la fin, c'est du niveau Desperate Housewives, parce que tu vois littéralement qu'ils ont essayé de caser le plus de personnages possible qu'ils avaient gravité d'une façon ou d'une autre dans les personnages Marvel, ils ont foutu là. Du coup, moi, j'avais vraiment l'impression de regarder un series final de sitcom, quoi. Et le problème, c'est que ça passait, ça écrasait complètement toute les velléités dramaturgiques qui avaient été mises en place dans le précédent. Et effectivement, à un moment donné, tu as l'impression qu'ils vont commencer à faire un film de braquage, ce qui n'est pas une mauvaise idée parce que c'est un genre, tu sais, qui est très ludique et qui se construit notamment sur les interactions entre les personnages, tu vois. Comment chacun va apprendre à combiner, à travailler ensemble pour accomplir, tu sais, une mission impossible, tu vois. Mais ça a avorté en 2 minutes. La construction de la fameuse machine, etc. et tout, ça aurait dû prendre 20-30 minutes, c'est pour bien développer le machin. C'est torché en 2 minutes. Et du coup, ouais, c'est ça. Pour le coup, c'était plus J.J. Abrams que Frère Rousseau, tu sais, dans cette manière. Même le Captain Marvel, tu vois. En plus, ils ont dû se taper, et là, tu as raison sur la revanche du feuilletonesque, ils ont dû se taper les films qui étaient sortis entre deux.
Ouais. notamment Captain Marvel, qui elle débarque et enfin, t'as l'impression qu'elle peut niquer tout le monde, elle ne sert à rien. Non. Ouais, Et tout t'as à l'impression, fait. du coup, ils sont là, ouais, mais nous, on avait fait notre première Avengers, il y avait que eux. Et vous nous rajoutez elle. Qu'est-ce qu'on fait? Bah ouais, non, mais c'est ça le problème, quoi. Ils le disent, et en plus, ils l'ont dit, hein, ça a fuité dans les interviews qui ont succédé à la sortie du film, c'est que il t'avouait, il te confessait à demi-mot que effectivement, le fait de devoir caser tous ces personnages, de devoir en rajouter et tout, ça Ouais, rend c'était- un processus d'écriture complètement infernal, quoi. Ouais, Et là, ils en pouvaient plus. ah ouais, ils en pouvaient C'est que plus. les scénaristes, en plus, qui étaient d'ailleurs les mêmes scénaristes que les Captain America, non, on avait ras le cul. Ah ouais, mais clairement. Mais tu vois, et c'est là que tu vois quand même la limite aussi du système Marvel à ce niveau-là, c'est que quand tu édifies en fait une saga aussi longue et que tu arrives avec un film, un épisode qui est obligé de prendre en charge tous ces personnages et tous les arcs à côté, et ben comment tu veux vraiment te dépêtrer d'un cahier des charges pareil quoi, de devoir tous les caser, de devoir tous reprendre en compte tous leurs arcs et tout, c'est pas possible. Enfin, moi, Mhm. c'est littéralement impossible à faire. Et en plus, je pense que quelque part, je pense que sur les films précédents, ça conduit chacun à faire des trucs pas trop compliqués, tu sais, ou très lisses, très linéaires, pour prendre en Ah compte oui, le oui. réapparaître dans le suivant et qu'il va falloir reprendre en compte leur intrigue, etc. Tu vois. Donc je Mhm. pense que maintenant ça aplanit tout en amont, quoi. Bon bah écoutez, je pense qu'on va se faire un extrait du coup de Avengers Infinity War ou alors un extrait de la bande-annonce. Et on se retrouve juste après du coup avec Adrien. Magic! More magic! Magic with a kick! Magic with a... Donc nous voilà après un extrait d'Avengers Infinity War qu'Adrien aura choisi avec choix. Un extrait d'ailleurs du film ou de la bande-annonce comme j'ai dit avant. J'apprécie Bonjour, le film, donc je mettrai quelque chose de sympa. bonjour Adrien, et au revoir, Bonjour. qui va nous rejoindre plus tard. Et donc maintenant, donc Giovanni, on le retrouvera comme a dit Guillaume plus tard pour la rubrique conseil, la rubrique vidéo club. Et là, on va arriver sur un Marvel que j'aime bien, mais je pense que c'était un Marvel des débuts, donc je sais pas si ça compte. Hop, Captain America, le First Avenger de Joe Johnston. Je tiens à dire que c'est un film de Joe Johnston parce que c'est important. Alors, pourquoi ce film? Alors, comment Iron Man est sorti, moi j'ai trouvé ça assez fandard dans le sens où technologiquement déjà le film était assez fou. Et je trouve que en plus le Tony Stark était bien casté, il y avait quelque chose de posé. Ensuite, on a eu l'incroyable Hulk de Louis Leterrier qui était, pareil, je trouve, qui était assez réussi, surtout après le Hulk enfin 5 ans après le Hulk de Ang Lee qu'on a revu récemment et qui est une horreur en fait, Qui est long. qui est une lourdeur absolue et Donc, assez bête, on va pas se mentir. Ouais, on est désolé parce qu'on adore Ang Lee en plus. comme quoi les films d'auteur dans l'univers du blockbuster, c'est pas toujours une bonne idée, Ouais. contrairement à ce qu'on pourrait penser. Après, on a eu Thor, et Thor, c'était une petite horreur aussi. Donc, on l'a eu en 2010 ou 2011, en 2011. Et bah ouais, j'avais trouvé ça assez horrible. Et je trouve que bon, voilà, à un moment donné, Kenneth Branagh, c'est bien de le prendre pour faire du Shakespeare, mais enfin, en fait, le côté Shakespearean de Kenneth Branagh dans Thor, c'est vraiment le gros cliché Ah, mais grave. shakespearien, mais comme il faut, et l'action était dégueulasse. Et Surtout qu'il n'y a rien de shakespearien dans le film, quoi. Enfin, il y a vraiment rien, quoi. C'est ouais, bête. c'est quelques dialogues et puis une manière de filmer les personnages De qui se Dutch parlent en mode Père, mais qu'allons-nous faire? Mon fils, il faut que tu fasses ça. Ah Sois un homme, mon fils. Il y a Anthony Hopkins, c'est la caution Shakespeare du truc en fait. Je pense, ouais. Voilà. Et du coup, j'étais un peu frustré, un peu effrayé à l'idée du Captain. Et bon, j'avais su que c'était Joe Johnston, j'avais quand même plus ou moins confiance. Et j'ai vu le film du coup en 2011 en salle. J'étais tout seul dans la salle. Et j'avais trouvé ça formidable. Enfin, moi, voilà, j'en avais eu les larmes aux yeux parce qu'en plus, j'adore le personnage. Et je sais que, à la star d'un Superman, beaucoup ont tendance à se foutre de sa gueule et à dire qu'il est un peu trop lumineux et peut-être un peu trop niais. Mais en fait, ils ont réussi, je trouve, à
à vraiment présenter un personnage dans dans tout son aspect mythologique. C'est-à-dire qu'on nous, même les blagues sont inscrites par des personnages, c'est pas comme ce qu'on va voir plus tard, notamment avec le Avengers, c'est pas des blocs humoristiques qui viennent tuer les blocs narratifs. C'est vraiment un film qui suit ses persos, en plus dans un contexte qui est assez formidable, enfin, donc le contexte de la Seconde Guerre mondiale, pendant lequel Captain America est né, donc la bande dessinée. En plus, je trouve qu'ils ont eu, donc c'est les scénaristes, je crois que c'est Stephen McFeely et le deuxième, je saurais plus dire. Du coup, c'est les mêmes que celui du 2, de Civil War et des 2 derniers Avengers. Et je trouve que du coup, ils ont même réussi à tout comprendre du personnage, c'est aussi même son aspect propagande et à s'en foutre un peu. C'est-à-dire à l'assumer, quoi, avec notamment la tournée de Captain America dans les spectacles de propagande, qui est assez formidable. Et ouais, puis je trouve qu'il y avait tout. Et John Johnston, le grand intérêt, c'est que c'est un artisan du cinéma qui est accompli, qui a un savoir-faire en termes d'effets spéciaux qu'il faut pas oublier et qu'il faut bien prendre en compte, qui sait filmer des personnages. Enfin, moi, par exemple, je vous conseille, c'est de regarder le film avec le commentaire audio. Donc il y a Joe Johnston dessus, il y a le monteur principal, pardon, et le directeur de la photographie. Et en fait, quand tu entends Johnston parler, tu vois que chaque décor, il a travaillé les décors avec le chef donc, du décor, pour que la lumière arrive de telle manière et présente tel personnage sous telle lumière pour mieux l'identifier. Et tu vois que c'est un mec qui du coup, non seulement tu avais vraiment une réflexion sur le comic book et comment présenter un film qui utilise les codes de comic book. Et je pense notamment à la fameuse scène de Crâne Rouge qui est peint. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a le docteur Armin Zola qui débarque et puis d'un seul coup, on n'a même pas le temps de voir le Crâne Rouge, bim, il éteint la lumière et il y a un mec qui est en train de le peindre et le mec, en fait, ce qu'avait fait Johnston, c'est qu'il avait insisté pour bien placer le mec dans le coin et le mec est de plus en plus inquiet devant la peinture, quoi, devant la peinture qu'il est en train de peindre. Et intelligence, on ne voit pas la peinture. Ce qu'aurait fait un Zack Snyder, il aurait dit regardez, c'est ça qu'on va voir plus tard. Non, Johnston dit regardez ces visages effrayés. Qu'est-ce qu'on va se taper plus tard? Et du coup, il a un sens de la narration qui est assez extraordinaire, un sens de la narration, de l'action, pardon, qui est extrêmement inspiré en plus par les films d'aventure des années 80-90. Et je pense à cette fameuse, la scène d'action avec Captain America en moto qui a été inspirée par Indiana Jones, je crois, et la dernière croisade. Et ouais, donc je trouve que c'était un film qui était assez sublime. Non seulement t'y croyais, t'avais de l'aventure, de l'action, je pense qu'il y en avait quand même un paquet. Et surtout, t'avais un truc qui était assez extraordinaire. Il y a la dimension technologique du film du blockbuster qui était respectée. C'est-à-dire que moi, ce que j'appréciais par exemple parmi les Spider-Man ou même les Batman de Nolan ou les Superman de Richard Donner, c'était qu'il y avait une dimension technologique au niveau du tournage, tu sais. Donc, et au niveau de Captain America, la révolution, ça a été de pouvoir notamment présenter Steve Rogers maigrelet. Et je dis pas ça contre les personnes qui pourraient l'être, mais c'est employé partout. C'est employé partout dans le Blu-ray, donc si vous voulez vous fâcher, fâchez-vous contre eux. Et donc, ils ont vraiment réfléchi à toutes les manières de le faire. Donc, ils ont fait jouer Chris Evans, ils l'ont réduit. Ils ont fait jouer une doublure, puis ils ont mis le visage de Chris Evans dessus. Et en fait, il y a même une intelligence sur comment technologiquement fabriquer ça. Et il y a un truc la preuve, c'est que ils étaient vachement inquiets. Et ce qui les emmerdait aussi, c'était la transformation de Chris Evans avant et après. Et en fait, ce qu'ils voulaient, c'était vraiment, ils ont tous insisté, c'est pour qu'on montre vraiment le Chris Evans d'avant. C'est-à-dire que la transformation, elle est physique, mais elle n'est pas psychique. Et c'était pour montrer qu'avant d'être un super-héros, c'était déjà un héros. Et là, tu vois qu'ils ont vraiment réfléchi le truc. C'est un peu comme Raimi et son Spider-Man. Avant d'être Spider-Man, bah, c'est un adolescent qui est assez sensible, qui a envie de bien faire, mais qui merde. On te présente qui est Peter Parker, quoi.
tout comme on te présente qui est Steve Rogers avant d'être Captain America. Oui, la partie héroïque qui est au fond de lui débarque pas du jour au lendemain au moment où le mec il se retrouve avec une cape sur le dos, quoi. Le truc est déjà profondément ancré en lui, c'est sa personnalité et c'est le trait fort de sa personnalité. Et c'est vrai que sur Captain America, le truc est vraiment bien présenté et c'est vraiment Mais, bien amené, quoi. mais ouais, c'est clair, mais en plus, je trouve que mine de rien, Captain America, c'était sans doute le. Bon, ils disent toujours que Hulk est le personnage le plus difficile d'un point de vue dramatique à articuler dans un film qui lui serait consacré ou même avec les autres. Et moi, je trouve que Captain America était sûrement le personnage qui leur posait le plus de défis. Parce que, pas seulement parce qu'en fait, tout son être, en fait, son côté, je revendique la bannière étoilée jusque dans mon costume. Et en fait, il est d'une naïveté et d'une candeur qui n'appartenait plus du tout à l'époque, en fait, Mhm. où Marvel a essayé de lancer le personnage, quoi, tu vois. C'est Gary Cooper, quoi. Captain America, c'est Gary Cooper, c'est James Stewart, tu vois, c'est ces grands, ces grandes icônes américaines, tu vois, qui te portaient haut le verbe et haut dans leurs actes, en fait, l'idéal, l'utopie, en fait, du pays qui voulait qui voulait défendre, en fait. Et je pense que, et ça, c'était très compliqué à instaurer, surtout que années auparavant, tu avais Iron Man qui est son négatif absolu, en fait, Mhm. qui lui est toujours dans la blague, dans le Dans relativisme, l'excès. ouais, dans l'excès, dans le cool, où en fait, grosso modo, on te dit, il faut pas que le héros ressemble trop à un héros, tu vois, il faut pas qu'il soit trop plein de valeurs, en fait, tu vois, pour que les gens puissent s'identifier à lui. Alors que, du coup, Captain America, c'est un personnage des années 40 que tu dois mettre aujourd'hui. Et comment Johnson fait? Eh ben, non seulement il préserve l'essence, comme tu le dis, du personnage, il sert jamais à compromettre en fait le perso avec notre époque actuelle, mais en plus dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale où tu avais des enjeux moraux de bien et de Mhm. mal qui sont déjà mythologiques et qui sont déjà manichéens, mais par essence quoi, tu vois. Ça convient super bien au perso et du coup il laisse vraiment s'installer en fait dans ce contexte-là et toute la direction artistique est au diapason quoi. Du coup, comme tu le dis, tu as vraiment l'impression de regarder un film qui est un serial, mais dans la grande tradition du truc. Et je Complètement. trouve en plus que Johnson dessus, ils ont réussi tout ce que Wonder Woman n'a pas réussi à faire. D'abord parce que Captain America, c'est un mec, hein, premièrement. Non, c'est bon, on rigole, ouais, c'est bon les filles, on rigole. Et Ah non bon? mais Non, mais en fait, c'est surtout que même le contexte de la Seconde Guerre mondiale, il le prend au sérieux. ouais, C'est-à-dire que, bon, bah, les combats peuvent être dramatiques. D'ailleurs, je crois que c'est un des derniers Marvel où tu vois même des mecs se faire tirer dessus et avoir un nuage de sang à l'arrière. D'ailleurs, bah, du coup, ça m'a surpris. Tu vois même des personnages se faire vaporiser. Bon, bah, c'est con, mais ce genre d'iconographie peut en rappeler une autre ouais. assez grave. Et c'est-à-dire qu'à partir du coup de la pop, Mm. tu retrouves ce que pouvaient dire enfin, tous ces comics. C'est-à-dire tout le discours sous-latent que tu pouvais avoir tout en ayant un divertissement, quoi. Et puis tu vois, pour revenir sur Wonder Woman, tu vois, en fait, je pense que le gros défi, c'était comment faire un film sur Captain America sans le faire passer pour un con, sans le faire passer pour un babo, quoi. Et eux, ils y arrivent. Et même dans le numéro 2, en plus, dans Le Soldat de l'hiver, en le confrontant, si tu veux, du coup, à la société actuelle et au climat de méfiance, au climat paranoïaque, à la manière dont l'Amérique empiète sur ses propres libertés et donc sur l'idéal qu'elle représentait, y compris pour Steve Rogers, tu vois, et que lui, du coup, il va se confronter à ça, c'était intelligent. Tandis que dans Wonder Woman, ils ne savent jamais comment, grosso modo, inscrire le personnage et toute la candeur et la naïveté qu'il représente sans la faire passer pour une cruche. Wonder Woman passe pour une cruche. Non, mais Wonder Woman, je trouve qu'elle passe pour une cruche en permanence, quoi. À Non, mais chaque... c'est vrai que même la scène de la ruelle, qui est la scène de la ruelle avec Wonder Woman, qui est en fait une reprise de celle de Captain America, tu sais, quand il se fait frapper en Steve Rogers, mais aussi de celle de Superman. Excuse-moi, mais ça va pas du tout, quoi. Non, non. Tu sens qu'en plus c'est du fan service absolu, ça ne sert à rien. Enfin. Mais Alors tu que vois, dans Captain, ça a un sens. Ça a un sens. mais du coup, par contre, je me demande vraiment si, en fait, Marvel referait Captain America aujourd'hui, comme ils l'ont fait à l'époque, où ils n'étaient pas encore tributaires du 17 films précédents qui venaient, en Ouais. fait, trouver un univers, des règles et des personnages à faire revenir et tout, et surtout, une formule, en fait,
bien établis, qui sont obligés de respecter, qui se sentent obligés de respecter vis-à-vis de leur public. Dans les Captain America, comme tu dis, tu as vraiment l'impression que du coup, tu peux citer le nom du réalisateur parce que tu sens que Joe Johnson, c'est son cinéma, quoi. Et lui, il a toujours aimé ce côté désuet, mais dans le bon sens du terme. Il y a eu un super beau film avec Jack Gyllenhaal, Adrien. Jack imprononçable. Avec l'imprononçable, qui s'appelait Ciel d'octobre, c'était sur un type en fait qui venait d'une petite dans les années 60 d'une petite ville ouvrière qui voulait devenir astronaute ou constructeur de fusée, je sais plus. Et tu avais cette naïveté là, tu avais ce beau souffle classique qui soufflait sur le perso, et je trouve qu'effectivement il a bien fait souffler sur Captain America, mais du coup il a pu le faire à l'époque et poser le personnage et poser les termes du personnage sans compromis, sans devoir compromettre sa vision avec les autres films Marvel. Est-ce qu'il pourrait encore le faire aujourd'hui? J'ai des doutes. Ouais, puis en plus, je crois que c'est le film, il a coûté à peu près 140 millions de dollars, ce qui était pas si énorme, surtout quand tu vois les budgets des films Marvel d'aujourd'hui. Et quand tu vois le travail quand tu entends Johnston, son directeur de la photo et son monteur parler, bah, tu sens en plus, ils ont tout fait. C'est-à-dire que dans le film, vous pouvez voir parfois plusieurs décors réutilisés, remontés, parce qu'en fait, ils n'avaient pas le temps. Vous n'allez pas dépenser une fortune non plus. Et puis pareil, les effets spéciaux numériques coûtaient une fortune. Au montage, j'ai vu un truc de fou, c'est au montage, il y a un dialogue qui leur plaisait pas trop. Parce que en fait, une fois monté, Johnson il s'est dit ouais, mais c'est pas cohérent avec ce que j'ai fait avant. C'est ce qu'il a fait. Il a demandé au scénariste de réécrire des dialogues en post-production et pour que les acteurs se redoublent avec ces nouveaux dialogues. D'accord, ok. Et tu sens que du coup, c'est un mec qui aime ce qu'il fait, qui aime son histoire. Et d'ailleurs, en plus, c'est un mec qui a été tout de suite intéressé par le projet Captain America et qui l'a fait savoir auprès de Kevin Feige, tu vois. On n'est pas dans l'idée d'un. Aujourd'hui, je pense que c'est Marvel qui va chercher ses cinéastes ou ses auteurs, entre guillemets. Alors qu'avant, je pense qu'on avait quand même des gens qui venaient. C'est-à-dire que même Jon Favreau, je suis persuadé qu'il est venu sur il est venu sur le projet comme Johnston est venu dessus, quoi. C'est ça. Puis en plus, je pense vraiment en fait que, alors, je ne sais pas de quand remonte le projet du Marvel Cinematic Universe dans la tête de Kevin Feige. Enfin, tu vois, les versions diffèrent beaucoup, donc je vais pas m'amuser à faire une hypothèse là-dessus. Par contre, tu sens qu'il avait besoin du Captain America pour la suite. Par contre, je crois que il ne savait pas du tout comment poser le personnage. Et je pense du coup qu'il a dû faire confiance à Joe Johnston, qui le comprenait mieux que lui, et mieux que lui, il comprenait mieux le personnage, il comprenait mieux ses besoins et l'univers dans lequel il devait l'inscrire. Et du coup, je pense qu'il a dû à ce moment-là lui faire confiance en fait, tu vois. Et je pense que ça c'est pratiquement un cas unique en fait hein, dans tout le MCU, tu vois. C'est parce que je trouve que Captain America c'est le film qui a qui a le plus la personnalité de son auteur en fait. Et puis il y a un truc qui est assez important, c'est que c'est pas un cinéaste qui est là pour donner son nom, à tel point que quand il a fait le casting de Captain America, parce qu'il était dessus, hein, il l'a pas laissé faire par quelqu'un d'autre, il a demandé à ses acteurs de faire une scène de combat, quoi, Ouais. pour voir si physiquement ils étaient aptes à le faire. Et c'est quelqu'un qui, quand il a rencontré Chris Evans, il a dit le mec est tellement parfait que si tu veux, du coup, il allait faire une scène par un cascadeur, sauf qu'il dit oui, mais le cascadeur, vous voyez le problème, il bouge pas comme Chris Evans. Chris Evans, quand il court, il y a un côté dansant. Du coup, ce qu'il faisait, c'est qu'il le faisait au cascadeur. Si Chris Evans pouvait le faire, Evans le faisait et gardait la prise avec Evans. Et tu vois que du coup, c'est quelqu'un qui a vraiment tout fait pour bien fabriquer son film. Et même par exemple, c'est con, je sais qu'il y a eu quelques reshoots, mais en attendant, c'est quoi? C'est pour rajouter 1 ou 2 plans, quoi. Parce qu'il disait oui, la première version, je trouve elle me satisfaisait plus. Et du coup, ouais, tu vois que c'est un artisan au travail, quoi. Et les frères Russo sur le deuxième, en fait, je les trouve passionnants parce que déjà, à l'inverse d'un Joss Whedon qui dit je vais faire mon film parce que je suis Joss Whedon, les frères Russo, ils ont dit non, mais nous on arrive dessus, on vient de la série, on est un peu modeste. Mais on a des grosses envies. Et quand ils disent, pour une des scènes de Captain America, je crois que c'est celle avec la voiture et le pont, on est fan de Hit.
on veut que Hit débarque dans Captain America. Bah, alors peut-être que c'est peut-être pas fonctionnel, toujours amplement fonctionnel, mais en attendant, c'est des mecs qui ont au moins des bonnes influences, tu vois. C'est ça. Et puis, moi, je me souviens qu'à l'époque, la campagne promo du Soldat de l'Hiver était axée sur le fait que les Rousseau disaient qu'ils voulaient, et ils étaient d'accord avec Kevin Feige là-dessus, faire un film d'espionnage parano des années 70, tu sais. Donc les films de Pakula, les films de De Palma, tu vois, etc. Bon, j'irai pas jusque-là, quand même, pour définir Captain America 2, faut quand même pas pousser. Par contre, je trouve, je me souviens avoir lu un commentaire sur net qui résumait super bien le truc. C'est que dit, on a l'impression que c'est un film d'action des années 90 avec des super-héros. Ouais. Et du coup, je trouve que il digère en fait le côté conspirationniste et parano des années 70 comme l'aurait fait un film d'action des années 90. On a parlé de Ennemi d'État il y a 2 semaines de ça et tout. Il y a un petit peu de ça. Bon, c'est pas Tony Scott, attention, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais du coup, il y a un peu de ça dans la manière de digérer leurs influences. Et c'est pour ça qu'effectivement, je trouve que Captain le Soldat de l'Hiver est un film qui est intelligemment conçu. Jusque dans même ces scènes d'action, qui, comme tu le dis, sont pas toujours fonctionnelles. Mais vous vous souvenez, en plus, c'était l'époque où, tu sais, où on se plaignait des combats cadrés caméra à l'épaule avec un montage hyper cut parce qu'on y comprenait que dalle. Et je trouvais que sur ce film, ils avaient commencé à faire un bon truc. C'était que tu sentais qu'ils arrivaient enfin à trouver une manière de filmer, tu sais, qui s'adaptait vraiment au mouvement des acteurs pour accentuer l'impact et la brutalité de Mmh. l'affrontement et la puissance de Captain America. C'est une des premières fois, en fait, où je voyais un film de baston cadré de cette façon-là, où je voyais le personnage bouger, où je ne voyais plus le cadreur essayer de bouger sa caméra pour suivre le personnage, quoi, tu vois. Mais en plus, je trouve que c'est assez cohérent, parce que dans le premier, tu sens que c'est un corps lourd qui lutte contre un autre corps lourd qui est Crâne Rouge, parce que le bien contre le mal, quoi, c'est deux titans. Alors que dans le deuxième, le mec, quand il frappe limite, comme je trouve, comme un espion un peu pervers. Et tu sens du coup que t'es plus du tout dans la même ambiance de bien contre le mal, quoi. La Seconde Guerre D'accord. mondiale, c'est fini, et tout ça, c'est plus possible dans ce monde du Soldat de l'Hiver. Et du coup, je trouvais que c'était assez cohérent, et ça va faire plaisir à Adrien. Mais si je me trompe pas, sur le Soldat de l'Hiver, les superviseurs des cascades, je crois que c'était Chad Stahelski Oui, de John Wick 2, pas de oui, J. John Wick du coup. Voilà. Il avait donné un coup de main. oui. T'avais Donc même, Il est- t'avais même la scène de l'ascenseur, je me souviens, où tu sentais que la grosse influence était derrière 3, avec Franck Griot. avec Franck Griot, qu'on aime beaucoup ici. Et même cette scène-là, je la trouvais, autant Abrams, quand il avait essayé de refaire une scène d'ascenseur, un peu le même truc dans Mission Impossible 3, j'ai trouvé ça complètement pété. Par contre, là, je me dis, putain, bah, évidemment, c'est pas du McTiernan, mais putain, les mecs, ils savent quand même honorer leurs influences, quoi, tu vois, malgré tout, quoi. Mais ils avaient au moins une envie, tu sais. Ouais. Et, On en revient, et on en quoi? revient encore, on en revient encore au duel Abrams-Frère Rousseau, quoi, tu Oui, vois. j'avoue. Et comment ils digèrent leurs influences respectives, quoi. C'est vrai. Ouais, parce qu'on en a parlé avant, Adrien, mais t'inquiète pas, ça te fâchera pas. Donc je pense qu'on va pouvoir se mater un bel extrait de Captain America First Avenger, qui était d'ailleurs le tout dernier film distribué par la Paramount avant que Disney Rachète tout le monde. gère la distribution du coup du prochain, c'était Avengers. Oh ouais, on a un peu parlé d'Avengers, Adrien, et je pense que ça pourrait te plaire aussi. Donc on va passer juste après donc l'extrait à Spider-Man. Donc un double Spider-Man, donc les Hommes, la série des Hommes, par John Watts. Donc juste après cet extrait de Captain America. On with it. Hey, just start the cartoon. Hey, you want to shut up? Together with Allied forces, we'll face any threat, no matter the size. You just don't know when to give up, do you? I can do this all day. Alors c'était un extrait de Captain America First Avenger de Joe Johnston qu'on aime beaucoup ici parce que c'est un artisan qu'on adore, qui a démarré en plus sur les Star Wars, faut pas l'oublier. Et on va passer à des films qu'on aime moins. Du caca.
pour dire ça proprement, on va parler du coup de Spider-Man Homecoming et Spider-Man Far From Home. Alors, Spider-Man, bon, bah, je suppose que tout le monde connaît mon amour pour le personnage, pour les films de Raimi, on en a déjà parlé plusieurs fois. Laissez-moi vous conter l'histoire de Guillaume et Adrien allant voir Spider-Man. Un jour, Guillaume m'annonce au cinéma: Tiens, pardi, j'ai des places pour l'avant-première de Spider-Man en séance presse. Je lui dis: Mais grandiose, phénoménal, génial, allons-y, c'est gentil, merci beaucoup. De Je rien. lui dis: Et en plus, on prend ma voiture. Allons-y, bingo, on y va. Premier problème, on aurait dû sentir que ça merdait. Des bouchons partout, des voitures partout. Du coup, on s'arrête, on prend le train. On arrive au cinéma. Je me dis, tiens, la population locale est un peu jeune. À Sainte-Anne, on s'assoit. Fort sympathique petit cinéma. Le film commence. La salle dans le noir. Je me dis, ah chouette, un Spider-Man, ça va être mortel. Le film commence, le film continue, et le film se finit. Les lumières se rallument. Et là, je regarde dans le vide et je parle à Guillaume. Et je dis, Guillaume, tu ne parles pas, j'ai pas envie de parler. On sort de la salle. Donc, on sort de la salle. Guillaume sent que je suis pas très content. Du coup, je lui ai dit, je me suis fait, désolé, ça va être un peu vulgaire sur cette partie-là, mais je lui ai dit, je suis désolé, mais je me suis fait enculer. Paye-moi un McDo. Donc, il me paye un McDo, car il sent que je suis pas content. Et là, dans le McDo, je déverse toute ma haine et ma colère envers le film, en disant que c'est pas possible, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde ce film. Le personnage de Peter Parker est juste pas respecté, c'est n'importe quoi. Peter Parker, il est censé normalement en galérer, c'est un personnage quand même assez dramatique et tout. Là, c'est juste un morveux qui débarque de nulle part, on lui paye tout. Il y a Tony Stark qui débarque, le mec il lui paye tout, alors que Peter Parker est censé, c'est un personnage qui galère financièrement, qui sa tante galère aussi, alors du coup il oublie de payer tout. Le mec il arrive, il a un costume à 300 millions de dollars, il a tout payé, il a le jet gratuit, la voiture, le chauffeur. Allez, vas-y, c'est parti. Il n'y a aucune dramaturgie, le personnage est joyeux, c'est juste pas possible, c'est de la merde ce film. Le seul truc bien après, en y repensant, c'est que le personnage de Vautour, joué par Michael Keaton, il est fort sympathique, il est super bien écrit, c'est vrai qu'il est plutôt bien. Et la BO est plutôt sympathique. Mais le reste, c'est juste pas possible. Le personnage, c'est de la merde. Ce qui est malsain avec Keaton, c'est que le personnage est plus sympa que le Spider-Man quand même. Parce que le personnage est super bien écrit de Michael Keaton, parce qu'il a de vraies raisons d'être le méchant du film. Il a de vraies raisons de détester les gens qu'il déteste dans le film, sans spoiler, mais t'es avec lui et à la fin du film, t'as envie de te lever et de dire mais vas-y, écrase-le, écrase Peter Parker, fous-lui sa trempe une bonne fois pour toutes et pars avec l'argent, bordel. C'est juste pas possible, quoi. Et oublie pas, Tante May. Ah non, mais c'est pas possible. Non, mais Tante May, désolé, mais c'est une grosse chaudasse. Comment vous voulez qu'on respecte le film si Tante May, elle est là à guicher tout ce qui bouge? Non, mais il y a un moment, il y a un minimum de respect. Alors, on va remettre les choses, c'est que le problème de Tante Rien du tout, je suis en colère. Non, le problème de Tante May, c'est qu'elle est assez jeune. Enfin, en fait, l'actrice avait une bonne cinquantaine d'années, mais elle est assez jeune, et puis elle a tout, quoi. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'elle a aucun problème, à part de changer de vêtements à chaque scène. Mais sinon, il y a Elle rien. traite même le serveur du restaurant chinois d'à côté, quoi. Elle le n'aime beaucoup. Pas possible. Mais en fait, c'est clair, en fait, c'est là que tu vois qu'en fait le personnage de Michael Keaton qui est le col bleu en fait. Ouais, c'est un bleu collar. Là, c'est le blue collar, c'est le blue collar qui, à la limite, c'est pratiquement. La dernière fois, on parlait de l'image du working class hero chez Tony Scott, et en fait, quelque part, le vautour, c'est un working class hero, quoi, tu vois. En tout cas, c'est le mec qui s'inscrit dans ce paysage-là, et du coup, c'est quand même marrant quand tu vois l'inversion de valeur absolue que tu as dans le cinéma, qui ne concerne pas que Marvel, hein, qui concerne aussi le cinéma américain dans son ensemble. Et Creed 2, par exemple, on est aussi un bel exemple, où grosso modo, on met une connotation péjorative sur ces personnages-là qui deviennent les méchants du récit, alors que ce sont les plus méritants, ce sont eux qui ont le plus de raison.
pour te faire essayer d'éprouver de l'empathie envers des petits cons qui ont tout, quoi. Des petits cons qui ont tout et qui, du coup, ont même pas vraiment d'enjeu dramatique, si ce n'est de vivre leur histoire comme un caprice de riche, quoi. Parce que Oui, le clairement. Spider-Man, c'est un caprice de riche. Et ce côté youtubeur, parce que tu vois, ils t'ont fait du personnage un véritable youtubeur. Ah bah la salle de cinéma on a été remplie d'ailleurs. Ouais, non, mais c'est ça, en fait. Ouais, parce que pour mettre un contexte, en fait, effectivement, c'était une invitation de presse, mais en fait, ils avaient convoqué tout ce que, grosso modo, le territoire parisien et des alentours pouvait compter de blogueurs, d'influenceurs, etc., qui se sont tellement reconnus dans le personnage qu'ils ont tous applaudi à la fin et qu'ils ont tous chanté les louanges du film, assurant à Marvel une promo d'enfer pour le lancement de leur Spider-Man sur le territoire français. Donc tu sens que les mecs, ils savent très bien à qui ils s'adressent. Et ils savent très bien que c'est ces gens-là qui vont faire ou non la carrière de leur financière. Et du coup, ils te font un personnage qui est complètement façonné à leur image, quoi. Et c'est terrifiant Un de dire que. scandale, je vous dis. Mais non, mais c'est terrifiant aujourd'hui de dire que grosso modo, ben, c'est même une évolution sociale inquiétante quand il pense, parce que Spider-Man, qui était censé représenter une sorte de modèle positif, tu vois, pour la jeunesse, l'adolescence, etc., ça devient un petit conte nanti qui n'en fout pas une, quoi. Tu sais, c'est le mec où tu as l'impression qu'il ne mérite rien, en fait. C'est un mec qui ne mérite rien de ce qui lui arrive, littéralement, quoi. Et c'est l'éloge de la facilité, l'éloge de l'influenceur, ouais, d'Instagram où tu poses un post avec une marque et puis bam, des millions de vues, bam, tu te fais payer. Tu vois, pour moi, tout est connecté là-dedans, quoi. Et c'est vraiment le. Et je trouve que le personnage de Spider-Man est effectivement complètement dévoyé par rapport à ça, quoi. Au-delà de tout ce que tu peux reprocher au film, le fait que, grosso modo, ce soit ces gens-là, c'est ce personnage-là qui aujourd'hui devient un héros contre le col bleu qui se bat pour nourrir sa famille, moralement, je suis désolé, mais il y a quand même un souci, quoi. Ouais, puis je sais qu'il y en a qui vont peut-être nous dire que là, c'est davantage inspiré des Ultimates, alors que Rémi était sur les premiers. Mais je sais qu'il me semble que le Amazing Spider-Man était aussi inspiré par le Ultimate. Et bien sûr, la question d'échelle sociale était beaucoup moins évoquée, même assez évacuée de Amazing Spider-Man. Mais en attendant, le mec, c'était pas le petit bourgeois Non, qui mais il avait te le tout. faisait quand même ressentir, quoi. Ouais, et puis c'était pas le petit bourgeois qui avait tout, tout le temps, quoi. Et ce qui est con, c'est qu'en plus, dans Civil War, donc dans Captain America Civil War, les Russo avaient superbement, je trouve, réussi à l'introduire en une seule scène, en montrant qu'en fait, le pire, c'est que ça se contredit, hein, parce il te montrait Spider-Man, enfin, Peter Parker, qui faisait sa justice dans un costume pourrave, sans sous, mais que en fait, il avait beau rien avoir, il pouvait pas supporter l'injustice. Et en une seule scène, tu vois, les Russo te disaient ça. Et d'un seul coup, t'as John Watts qui débarque, et en fait, non, le mec est plein de fric, quoi. Le mec, c'est Ferris Bueller. Non, mais en plus, le mec, John Watts disait qu'il voulait faire un film de John Hughes, en fait, avec sa version de Spider-Man. Et du coup, ouais, tu sais, toute cette espèce de nostalgie vintage 80s qui devient en fait c'est devenu une marque de t-shirt à la mode qui s'arrache à 60 € le textile sur les tout. Bah, c'est ça en fait, Spider-Man. En plus, t'as la totale, le portrait combiné d'un personnage, d'un petit influenceur qui te balance ses petits fétiches vintage nostalgiques avec la BO, avec certaines façons de présenter les personnages, etc., quoi. T'as la présentation complète. Ah, puis Non, mais c'est comme un moment, t'as Tante May qui lui fait, quand il perd son sac à dos, c'est peut-être un détail, mais le truc est quand même, c'est des films où c'est bourré de marques, les marques payent pour être dans le film. Peter Parker, bon, ça c'est depuis le Spider-Man de Sam Raimi, porte des sacs jean sport. Le sac jean sport que l'acteur a dans le Spider-Man, c'est quand même un sac à plus de 80 $. Et dans le film, à un moment, il lui fait Tant que mais il faudrait que tu me rachètes un sac, je l'ai perdu. Et là, elle lui répond Encore, c'est le cinquième depuis quelques mois. Donc ça veut dire qu'elle va lui racheter un sixième sac à 80 $. Non, mais, mais d'où t'as vu que Peter Parker pouvait avoir 6 sacs à 80 $? C'est un détail, mais enfin, c'est juste pas possible, quoi. Tu vois, t'avais un truc qui était gênant, c'est même, je trouve visuellement, le film est pas beau. Non. Je trouve que les modèles numériques. Alors, c'est rigolo parce on arrive maintenant beaucoup là-dessus, sur ces modèles un peu désaturés, sauf qu'ils ont très peu de matière. Bah, t'y crois pas vraiment. Et j'avoue, je trouve ça laid comme un pou.
Je trouve que le modèle numérique du Spider-Man, il est en retard, mais de mille et une manières. Et je crois que c'est même encore pire dans le deuxième avec la scène du pont là. Enfin, en fait, ouais, je comprends même pas que des spectateurs arrivent à me sortir, enfin à moi ou à d'autres. Ah, c'est plus réaliste. Non, mais déconnez pas quoi. Puis déjà, c'est quoi cette idée de vouloir absolument qu'un film de super-héros, donc un film qui a un minimum de fantaisie, soit réaliste sur des scènes qui ne devraient pas l'être. Et enfin, c'est laid comme un fou, quoi. Enfin, je suis Donc, désolé, il a mais là, fait le cette paradigme visuel est. pauvreté. La mise Ouais, en scène d'une pauvreté, le mec ne sait pas filmer Spider-Man en action. une Rémi horreur. faisait des plans de malade, il avait une scénographie qui était complètement folle. Là, c'est d'une pauvreté absolue. Le mec arrive sur le deuxième Spider-Man. Je me souviens des critiques qui disaient quand le film est sorti, vous allez voir les scènes de Spider-Man les plus folles que vous n'ayez jamais Ah, vues de je m'en votre souviens vie. de ça, mais Le truc, on va voir le film au cinéma. Non mais ils sont sérieux, le truc est d'une pauvreté absolue, c'est juste pas possible. Le mec ne sait rien filmer, t'as aucun enjeu, t'as aucun épique, t'as aucun, c'est nul, t'as aucun mouvement de caméra de dingue, t'as rien. C'est plat, c'est chiant, c'est ouais, mais en fait, catastrophe. Mais il y avait un truc dans le premier qui était gênant, c'était le côté geek. C'était de nous dire absolument, non mais regardez Peter Parker et son copain, ils sont à part parce que c'est des geeks. Et en fait, on te le faisait jamais ressentir, quoi. Mais on non te mais le disait, c'est comme c'est des Flash geeks. Thompson. Et Flash quoi? Ouais, Thompson, le personnage, il est exactement à l'image de tout le reste. Il est juste insupportable. Flash Thompson, c'est censé être le personnage un peu bourreau de Peter Parker, donc qui va le frapper, qui va voilà, qui a ce côté un peu casse-burne. Et là, dans le film, qu'est-ce qu'il fait? Il lui met une tape sur les fesses et au lieu de l'appeler Peter Parker, il l'appelle Peter Parker. Le bonhomme! Non mais mais sérieusement, on va où? Non mais ils ont euh, quel âge? et puis le problème aussi, c'est que tu vois, à la limite, je pense que le problème du film, c'est que quelque part, à la fin, tu sais, quand t'as Peter Parker qui dit, bah non, je veux pas rejoindre les Avengers, je préfère être un petit Spider-Man de quartier. Et genre, fous-toi bien de ma gueule, en fait, parce que c'est juste totalement contradictoire avec tout ce que tu m'as montré avant. Mais en plus, Non je mais pense c'est ça. que le problème, c'est que il apprend plus de Tony Stark que du vautour. Mm. Si tu vois, si tu vois, t'as vu un arc narratif, je pense, qui était plus concentré dans sa relation avec le vautour. Là, je pense que le postulat, c'est du fait de voilà quoi, de faire le col bleu de méchant et le petit parvenu insouciant, le héros, aurait eu plus de consistance. Mais là, le problème, c'est que entre temps, t'as Tony Stark qui est là parce que bah c'est le personnage le plus populaire de Marvel et du coup, il faut un mentor et ça sera lui le mentor et qui lui, au contraire, dans le film, représente une image d'opulence permanente où il y a tout à disposition. Ça invalide totalement le truc. Et tout à l'heure, tu disais que quand tu avais des gens qui trouvaient Spider-Man plus réaliste, mais moi je pense juste c'est parce qu'ils se reconnaissent dedans quoi. Et c'est le truc qui me dérange énormément moi dans le système Marvel dans la plupart de leurs films, c'est cette espèce de connivence en fait. C'est que tout fonctionne avec la connivence qu'ils vont vouloir instaurer avec leurs spectateurs où en fait t'as des cases, il doit être comme ça, il doit être comme ça, il doit être comme ça, il les coche toutes, tu vois. Et c'est limite à service après-vente où tu lis la feuille, tu dis ok d'accord, bah, il me ressemble, c'est bon, mais t'as jamais de travail de caractérisation cinématographique. Ce n'est que de la connivence pour où les mecs ils veulent qu'ils ressemblent à l'idée qu'ils sont de leur public. Et c'est des cases de consommation, quoi. Et, oh, Complètement. regardez, il a une armure. Ouais, c'est celle que j'ai vue en achetant le comics à 30 balles. Ah, regardez, il a ça. Ouais, bah ça, tu sais quoi, je l'aurais en t-shirt. Oh, mais vous nous faites chier, quoi. Regardez d'abord un film avant de vouloir tout vous payer. Enfin, je veux dire, c'est Et ridicule. c'est ça, à la limite, le film aurait une super mise en scène, aurait vraiment tout de réussi en termes de cinéma. Bon, tu pourrais lui pardonner des trucs, mais même là, le truc est d'une telle Quand, pauvreté, quand- c'est quand tu vois que la scène du métro, ils la reprennent pour le bateau et que c'est la allée en plus, c'est horrible, quoi. Je veux dire, c'est une tristesse absolue. Ah, déconnez pas, quoi. Et dans Far From Home, moi, je suis désolé, mais les scènes avec, heureusement qu'il y a Jake Gyllenhaal, parce que sinon ce serait ridicule. Les scènes à effets spéciaux, quand c'est Mysterio qui fait venir là ces énormes géants, elles sont pas belles. T'y crois pas une seconde que c'est dangereux, quoi. T'y crois pas une seconde de danger. Et en plus, le pire, c'est quand t'as Peter Parker qui est arrêté, je sais plus où là, qui est repris dans l'avion, et puis que tu le vois en mode souffrance. Et non, vraiment, bah, la souffrance selon les super riches, tu vois. Ah, j'ai perdu une fois et j'ai pas envie que ma copine elle meure. Tu sais quoi? On va te fabriquer un super costume en or et tout. Ça va niquer tout le monde. Ah, arrêtez quoi. Arrêtez. C'est non, mais indécent. c'est ça, c'est leur vision de surmonter les épreuves, quoi. Dans les Spider-Man, le mec dans les Spider-Man de Rémi, le mec a vraiment
un vrai parcours dramatique. Le mec a des vraies épreuves à affronter. Il y a quelque chose de très grave, très lourd, mais en même temps le film reste quand même assez coloré, assez fun. Mais là, le mec a juste, ah mince, j'ai donné mes Google Glass à la mauvaise personne. Oh, le monde est fini. Non, puis D'accord, c'est un c'est plan tout. de séquence. C'est pour ça que t'es en PLS dans ton chat privé. Je suis désolé, quand tu vois en plus comment il se fait frapper par Mysterio, excuse-moi, mais Tobey Maguire, oui, c'est bien un acteur de chez Raimi qui sort d'un Evil Dead, quoi. Le mec est massacré de chez massacré par notamment, je pense, au Spider-Man 3 où le mec est torturé par les deux méchants. Et puis là, le mec a juste un petit bleu. Je suis triste, je me suis pris une raclée. Non, mais déconnez pas, quoi. Enfin, c'est ridicule. Et en plus, le film est inconséquent. Il n'y a pas un mort. Il n'y a pas un mort du tout. Mais tu vois, en fait, en discutant, je trouve que le film fonctionne pas comme un clip de rap, bling bling. Tu sais, quand tu vois les types qui sont dans leur villa, qui descendent dans leur super de leur bagnole et qui te font, tu sais, Ouais. distribuent la monnaie comme ça. Pour te dire, regardez mon mode de vie, à quel point il est génial. Ah, vous voudriez être à ma place? Ouais, vous voudriez. Bah, Spider-Man, quelque part, il fonctionne un peu de la même façon, celui-là. C'est du genre, regardez à quel point je suis cool, regardez à quel point j'ai tout ce que je veux, avec mon super costume, etc. et tout. Même mon histoire d'amour, elle est super cool parce qu'elle est comme dans un film de John Hughes que vous avez aimé et vous avez jamais vécu ça, bande de nazes, mais moi je suis en train de la vivre, du coup je suis dans une planète où je suis mieux que vous, etc. etc. Tu sais, c'est un film bling bling, c'est un film qui fonctionne sur l'étalage de ce que le spectateur voudrait être. Alors que Spider-Man, quand tu prends le Rémi, c'était le personnage qu'on voulait tous être, malgré tout ce qui traversait, malgré la souffrance, parce que tu t'accrochais à ça en fait. Tu voulais être Peter Parker, pas parce que cette situation était enviable, tu vois, mais par la manière qu'il avait essayé de surmonter les choses, par ses interactions avec Tante May, etc. Et tout. C'était un idéal, mais au sens humanitaire. Là, c'est juste un idéal au sens matériel du terme en fait. Ouais, complètement. Dans le deuxième, le personnage de Mysterio est juste insupportable. Je trouve que c'est dommage parce que l'acteur en temps normal est vraiment super bon. Mais là, c'est juste un hipster Ouais. insupportable. Le mec, il n'y a aucune profondeur. Le mec est juste là parce que bah il est en colère. Il est tout chafouin. Alors du coup, il a envie de dominer le monde. Non, mais en plus, D'accord, bon, ok, bon, si tu veux. je trouve ça dommage, c'est que le début avec le voyage scolaire, je me suis dit, bon, pourquoi pas, même si ça va être carte postale, mais moi, quand j'ai vu le film était quand même mieux passé que le précédent. Mais en fait, il y avait tellement, surtout au dernier acte, je trouvais que ça devenait tellement insupportable. Et c'est con, mais même les scènes de fantasmes avec Mysterio, là, quand on me dit, non, c'est Rome, regarde-moi ça. Ouais, enfin, déconne pas, quoi. Quand tu vois la bande dessinée, c'est un peu le minimum syndical qui t'ont foutu, quoi. Puis je trouve que c'est pas vraiment beau. Enfin, en fait, tu vois déjà que c'est du numérique. Du coup, ce serait dans Ready Player One, tu dis, oui, d'accord, c'est le monde virtuel. Donc tu sais que c'est virtuel, donc ça n'existe pas. Sauf que là, c'est censé être tangible. Donc enfin, c'est pas, t'arrives pas à y croire, quoi. Non, non, Et non. puis attention, je vais spoiler. Donc si vous voulez pas être spoilé, hop, du balai. Mais à la toute fin, quand t'as Jameson qui débarque sur les écrans de New York, non mais je suis désolé, c'est quoi ce bordel? Pourquoi il a pas de perruque? Le mec, ils l'ont appelé en catastrophe à la dernière minute. En fait, on a oublié de t'appeler, il faut que tu viennes tourner une scène. Bon, d'accord, j'arrive. Le mec, il arrive comme ça. Hop, et il repart. Ok, Donc d'accord. puis c'est l'hommage gratuit, c'est l'hommage Oui, bêta. non, c'est gras, c'est. Et d'ailleurs, pour conclure cet petit épisode, sachez qu'en plus, ce Spider-Man Homecoming a failli nous coûter très cher parce que le bonhomme à lunettes qui a raconté tout son début pour Spider-Man, repu de hamburger et de déception, s'est endormi au volant de sa bagnole sur l'autoroute, d'accord, au moment où je me réveillais. Tellement J'ai. il était accablé. Donc Homecoming dans ton cul. Un hamburger et il était l'après-midi, il y avait un coucher de soleil, c'était beau. Bon, bah écoutez, on va se faire un petit extrait d'un des Spider-Man de John Watts et on se retrouve après avec un film qui est divisé mais qu'on aime beaucoup et qui s'appelle Iron Man 3. Tu comptes faire quoi? J'ai laissé mon costume dans notre chambre. Pourquoi? Parce que je suis en vacances. On risque de voir mon visage. Faut les éloigner d'ici. Foncez! Dans tes rêves.
Alors, nous voilà après un extrait d'un des Spider-Man de la série des Hommes. Un troisième volet d'ailleurs a été annoncé et on n'a pas hâte de le voir, on va pas se mentir. Pourquoi se priver? Non. Par contre, si on peut penser à un bon Spider-Man, ce serait Into the Spider-Verse. Qui en Oui, plus d'être un bon Spider-Man est un grand film, donc c'est encore mieux. et qui propose une nouvelle technologie. Voilà. Ce que je disais sur Captain, c'est important quand un film peut faire avancer les choses. Et là, on va parler d'un film qui a su, je trouve, assez bien prendre Avengers et en faire quelque chose, c'est-à-dire dire ah, il y a eu quand même des conséquences à Avengers et pas juste une ville détruite, et qui s'appelle Iron Man 3, réalisé par un certain Shane Black. Voilà. Alors, pour moi personnellement, quand je suis allé voir Iron Man 3, je voulais pas voir un Marvel en fait. Les films m'indifféraient déjà plus qu'autre chose. En revanche, c'était le retour de Shane Black qui était revenu quelques années auparavant avec Kiss Kiss Bang Bang, un super buddy moyeux avec Robert Downey Jr. déjà et Et Val Kilmer pour reconstituer. Kiss Kiss Bang Bang pardon, était sorti je crois un an ou deux avant le premier Iron Man et c'était le film pour lequel Robert Downey Jr. avait été revenu un petit peu dans les bonnes grâces du milieu, tu vois, après une période très difficile et très longue pour les raisons extra-cinématographiques qu'on connaît tous ou pas. Et en fait, Iron Man 3, malgré le fait que c'était un énorme succès au box-office, c'est un film qui a énormément, énormément divisé les fans de Marvel, quoi, qui se sont notamment insurgés du traitement qui avait été fait au mandarin. Adrien, donc on conserve un mauvais souvenir si je ne me trompe pas. C'est exact. Voilà. Mais en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que Shane Black en fait et je pense que ça on le voyait avec Kiss Kiss Bang Bang et on le voit avec Iron Man 3 et on le reverra plus tard avec The Predator. C'est un type qui casse tout en fait quand il arrive dans un genre avec un univers, des codes, etc. Le type il peut pas s'empêcher de malmener et de tout casser pour installer ses personnages et l'enjeu dramatique en fait qui doit être le leur. Et là en l'occurrence, quel est l'enjeu dramatique d'Iron Man 3? Bah, c'est que Tony Stark est en état post-traumatique. Tu as eu le premier Avengers où, en fait, grosso modo, il avait réussi quelque chose de. Voilà, un exploit surhumain où il était prêt à s'être sacrifié. Et là, quelque part, il a vu la mort de tellement près qu'en redescendant sur Terre, et c'est comme on le retrouve au début d'Iron Man 3, et ben, il peut plus sortir de chez lui ou il peut plus sortir de son armure. Et c'est-à-dire que là où son armure, en fait, comme dans tous les films de super-héros, et son costume donc de super-héros qui lui permet voilà, d'accomplir des exploits, c'est devenu un refuge en fait. C'est devenu un refuge pour épancher ses crises d'angoisse. Et je trouvais que c'était un angle assez pertinent en fait pour reprendre le personnage après Avengers et surtout pour essayer de le faire avancer un petit peu parce que quelque part il y a un petit peu ce côté, vous vous souvenez je sais pas si vous vous souvenez au début de Rocky 5, on voyait le personnage de Rocky dans les vestiaires qui était en train de trembler tellement il s'était pris bourré de coups par Drago, etc. et tout, et il n'arrivait plus à articuler. C'était vraiment l'image du boxeur complètement déglagué après un combat épique. Et c'était un bon moyen, je trouve. On revenait dans le réel, en fait. Après les délires extravagants et très comic book et très iconiques du numéro 4, là, bam, c'était le retour au réel. C'est pas la même chose, mais il y a un peu de cette idée-là dans Iron Man 3, le fait que de revenir après le festival super-héroïque, enfin, festival, si on peut appeler ça comme ça, Avengers, tu sais, et là tu reviens, bam, à la réalité avec un Tony Stark qui est déglingué par ce qu'il a fait, et qui en fait qui est bouffé par la peur. Et c'est un type qui littéralement, et quand tu prends bien le personnage de Tony Stark, c'est finalement c'est un type qui a toujours été littéralement bouffé par la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas pouvoir faire preuve d'un sens de sacrifice et d'être un arnaqueur en fait, d'être profondément un arnaqueur. Et là, cette peur elle ressurgit et tout le personnage du mandarin en fait est construit comme ça parce que au début du film, vous avez une sorte de montage vidéo, de montage pardon, où vous avez la voix off de Tony Stark qui explique un petit peu voilà ce qu'il est devenu, la peur et compagnie, avec des images du mandarin qui est en train de frapper aux quatre coins de la planète et qui sont des images de télévision en fait. Et c'est là que tu vois que finalement le mandarin est un ennemi que Tony Stark se fabrique dans la peur, à travers des projections qui lui sont données par la caméra de télévision, de la même manière que l'opinion publique, finalement, se fabrique sa propre psychose collective à partir de ces images-là. Et je trouve que, en fait, quelque part, ça en fait un film très post-11 septembre, en fait, dans cette façon de dire.
tu vois ce que je veux dire, elle est construite à travers ces images, et du coup, ça devient une psychose collective qui te fait vivre dans une ambiance de défiance, de paranoïa et d'angoisse permanente, en fait. Et ça, c'est un truc que Shane Black avait déjà un peu fait. Et quand tu découvres, en fait, bon, spoiler, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, quand tu découvres l'identité du mandarin, qui est, voilà, qui est un gros connard coquet, alcoolique, qui pète avec deux bimbos dans le lit, c'est une démystification brutale. Et c'est là que tu vois à quel point Shane Black a quand même réussi à se réapproprier le matériau. Parce que le fait que le personnage du mandarin est un méchant fabriqué et instrumentalisé par des puissances plus hautes, financières, scientifiques, qui veulent avoir ce truc, c'est exactement ce qu'ils développaient dans Au revoir à jamais, etc. Vous aviez le même arc narratif. Donc là, c'est là que tu vois que quand même Shane Black est un type qui a vraiment réussi à poser son identité sur Iron Man 3. D'autant plus que, et ça c'est peut-être pas assez connu, il a énormément œuvré à la construction du personnage sur Iron Man numéro 1. C'est-à-dire que pour replacer un peu les choses, le film qui a permis de lancer le MCU, c'est un accident. C'est-à-dire que la production était bordélique, le scénario était pas... Ouais, clairement. Et en fait, personne ne savait comment ils allaient s'en sortir, littéralement. Et Shane Black, c'est le mec qui s'est grosso modo occupé, si tu veux, d'écrire dans l'ombre, en fait. Beaucoup de passages de Iron Man ont été écrits par Shane Black sans qu'il ne soit crédité. Tandis d'ailleurs que DJ Abrams, apparemment, se serait plus occupé du dernier tiers du film. Mais du coup, le personnage d'Iron Man, on le doit à Shane Black, en fait. Et c'est vrai que quand tu repenses un petit peu au premier film, tu peux repérer, dans les répliques, dans la manière d'être du perso, ce côté très Shane Black, en fait. Et du coup, je trouve que tu vois, autant je trouve que l'iconoclasme, donc Shane Black il est un cinéaste iconoclaste parce qu'il aime bien casser tous les codes et les acquis des univers dans lesquels il évolue. Ça en fait un cinéaste iconoclaste. Et je trouve que l'iconoclasme des réalisateurs qui sont engagés par Marvel, c'est souvent un cache-misère ou un argument de vente qui se noie complètement dans le côté très générique et très industriel, en fait, des produits finis. Moi, je pense par exemple à James Gunn dans Les Gardiens de la Galaxie ou à Taika Waititi sur Thor 3. Bon, je sais que vous l'aimez bien, mais bon, voilà quoi. Où je trouve que leur espèce de décalage, etc. et tout, est complètement noyé dans le côté générique du truc. Mais je trouve que Shane Black, lui, à l'inverse, comme c'est un dramaturge, comme c'est un scénariste, etc. et tout, il sait poser cette dimension-là dans l'écriture même de son personnage et dans les arcs narratifs qu'il leur ménage. Et je trouve que tu as cette facilité-là dans l'écriture. Tout n'est pas parfait, loin de là. Le personnage de Rebecca Hall, par exemple, ne fonctionne pas du tout. Mais je trouve qu'il y a cette capacité à t'identifier des persos ultra charismatiques en 2 secondes. Je pense au personnage de Guy Pearce quand il arrive pour venir voir Gwyneth Paltrow. Je pense à son homme de main qui est incarné par James Badge Hall, qui a un super second rôle. Et voilà, il y a le banner de le poser, etc., qui est comme ça, qui est direct, qui est super cool. Et qui du coup je trouve fonctionne plutôt pas mal, et même cinématographiquement je trouve que le film est plus chatoyant que les précédents Iron Man. T'as plus de contraste, t'as une mise en scène qui est quand même un peu plus élaborée, et c'est des trucs qui font plaisir, même si tu sens que des fois le côté Robert Downey Jr. show bouffe encore trop d'espace, c'est sûr. Et j'aimerais conclure parce qu'en fait le truc c'est que Iron Man 3 c'est un film sur un personnage qui doit quitter son armure, qui est devenu un refuge et non plus un moyen de se transcender, et qui doit apprendre à survivre sans son armure. Et quelque part, tu as un petit peu du personnage de Last Action Hero de Jack Slater, tu sais, qui est dans son monde de Los Angeles, d'icône absolue, où le mec a tous les pouvoirs qu'il veut parce que c'est ce qui donne tous les pouvoirs, et qui d'un coup se retrouve à devoir survivre dans le réel sans tous ces artifices-là, quoi. Et ben, c'est vraiment le parcours de Tony Stark qui doit se reconstruire finalement, qui doit renouer avec lui-même en essayant de reconstruire son armure. Et je trouve que ça marche bien. C'est pour ça que je trouve que la découverte du mandarin fonctionne bien, parce que tu sens que le mec a exploré ses méandres, un peu sa psychose. Et dans le climax, même si je trouve que les scènes d'action du film sont pas tout abouties, loin de là, mais le climax, je trouve que tu as un jeu de vaudevillesque qui est très efficace, où le personnage, en fait, il peut jamais rester dans son armure. Il passe de l'une, il passe à l'autre. Et du coup, tu retrouves un Tony Stark qui est beaucoup plus physique et qui doit s'en sortir, du coup, en jouant avec son armure, mais sans jamais être protégé toujours derrière son armure. Et ça donne un côté beaucoup plus physique à la fin. Et d'ailleurs, spoiler encore une fois, mais le bad guy meurt en étant emprisonné dans l'armure d'Iron Man. Ouais. Une manière de couper symboliquement, c'est le truc entre Tony Stark et Iron Man. Et du coup, je trouve que le film est vachement efficace, et je trouve que du coup, il réussit ce que Nolan n'a pas réussi à faire avec The Dark Knight Rises. C'est te montrer un personnage brisé, un super-héros brisé, qui doit se reconstruire indépendamment de tous ses moyens.
de sa zone de confort, de son univers, qui doit se reconstituer à part de ça. Et je trouve que Nolan ne réussissait pas à le faire, mais je trouve que Shane Black, même si le film est loin d'être parfait, attention, j'en conviens, il arrive quand même à imprimer cette dimension-là aussi, sans que ça soit mis forcément au premier plan, mais toujours dans l'écriture, dans la manière de donner cette dimension sous-jacente-là à chacune des péripéties. Donc rien que pour ça, moi je trouve que Iron Man 3, aussi peu parfait qu'il soit, c'est peut-être le film où un mec qui a un univers aussi marqué que Shane Black a réussi vraiment à réapproprier quelque chose de Marvel, quoi. Ouais, quand je l'ai vu en salle, je dois avouer une chose, c'est que j'avais beaucoup aimé le fait qu'il n'y ait plus d'armure, tout ça. Et parce que déjà, je trouve qu'on retrouvait tu sais, ce slogan qu'il y avait sur l'affiche du premier film, qui était ce n'est pas l'armure, je crois, qui fait le héros, c'est celui qui la porte ou celui qui est à l'intérieur. Et je trouve qu'avec avec Iron Man 2, qui était plus technologique aussi, mais surtout avec Avengers, où c'était en fait une sorte de vente de jouets absolue, c'était un Iron Man hyper technologique. Je trouve qu'on perdait ce qui faisait l'essence de Tony Stark. C'était pas ses blagues, c'était pas une armure, c'était un mec qui en plus à chaque fois devait se débrouiller pour se dépasser lui-même, dépasser sa condition d'homme effrayé par le monde qu'il a aussi créé, hein, on va pas se mentir, parce qu'il est responsable aussi de toutes ces merdes. Il s'aime pas. Tony Stark, c'est un type qui ne s'aime pas, en fait, fondamentalement. Et du coup, je trouvais que c'est en plus, je trouvais que le caractère dépressif du personnage fonctionne beaucoup mieux dans le 3 que dans le 2, mais ça c'était assez évident. Et alors oui, j'avais été assez frustré par la découverte du mandarin, parce que j'adore le mandarin, et je me suis dit putain, il va avoir des bagues, des pouvoirs et tout, ça aurait été formidable. Et en même temps, c'est vrai que c'est assez cohérent de la manière dont ça fonctionne, notamment avec le personnage de Guy Pearce, qui apportait c'était une adaptation assez libre d'un concept d'Iron Man qui s'appelait Extremis, d'un run d'Iron Man qui s'appelait Extremis, mais qui était intéressant. Et après, attention, gros spoiler, j'ai trouvé ça assez con, c'est jusqu'où il est allé avec Gwyneth Paltrow. Tu sais, quand elle se fait injecter le bordel, là j'ai trouvé que c'était la limite en fait. Et je me suis dit, il l'aurait pas fait, ça se serait tenu. Parce que non, mais là, tu parlais de vaudevillesque, là ça devient un grand guignolesque en fait. Moi j'aime bien le fait qu'il passe d'une armure à un autre parce que l'action est revue. Ouais. Et tu vois que c'est le mec qui en plus bouleverse l'action avec une armure qui est à chaque fois plus ou moins différente avec des capacités différentes. Et du coup je trouvais que c'était assez intéressant. Par contre, elle qui vire en mode super pouvoir, je trouvais que c'est un peu neuneux. Je trouvais ça cool. Ouais, surtout qu'on l'a guéri, tu vois, on l'a guéri, je veux dire, c'est inconséquent finalement. Parce qu'on l'a guéri et elle a plus rien. Non, mais je pense que c'est pas, pour moi, c'est peut-être pas la scène qui est problématique en soi, c'est que c'est plus la manière dont elle est amenée, parce que c'est vrai que des fois, au niveau écriture, tu sens que ça pêche, quoi. Notamment, à un moment, elle disparaît, puis elle réapparaît comme ça, c'est pas forcément clair. Mais par contre, le moment où elle déploie ses pouvoirs, et puis elle commence à transpercer une armure d'Iron Man qui l'a visée, parce qu'en fait, elle a le gène des méchants, en fait, tu vois, et qu'elle casse l'armure, en fait, je trouve que ça rebondissait bien par rapport à la situation de Tony Stark, en fait, où elle vient casser quelque part l'armure de sa psychose, en fait. Et je trouvais ça cohérent, mais effectivement, la manière dont c'est amené. Et il y avait un truc qui, en fait, je trouve assez pas mal. Je trouve qu'Iron Man 3, il me fait un peu penser à Superman 2, notamment le Richard Donner Scott, si possible, et Spider-Man 2. C'est des films où les héros perdent leur super pouvoir. Ou leur attrait super-héroïque. Et pourquoi ils le perdent? Parce qu'en fait, ils ne se trouvent plus. Enfin, ils ne se reconnaissent plus. Et qu'est-ce que va devoir faire Peter Parker? Retrouver son essence. Qu'est-ce que va devoir faire Superman dans le deuxième volet, notamment de Richard Donner Scott? Retrouver son essence. Qu'est-ce que doit faire Iron Man? Retrouver son essence héroïque. Parce qu'il faut d'abord être un héros avant d'être super-héros, c'est ce que montrait très bien Captain America. Et il y a une scène qui est sublime, c'est quand il y a ces gens qui sont jetés de l'avion, et il a très peu de technologie, mais qu'est-ce qu'il fait? En plus, il les sauve pas un par un. Ça, c'est ce qu'un neuneu aurait pu faire comme John Watts, ou probablement même Zack Snyder, même si je l'apprécie. Mais il fait un truc qui a un sens assez fou. C'est qu'il les réunit tous en banderole et il leur tient la main.
Et comment Tony Stark redevient Iron Man en créant du lien. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, en redevenant un héros de la communauté. Et je trouve que du coup, même l'arc avec le gamin, je l'ai trouvé super parce que j'ai vraiment trouvé ça super parce que quand tu prends le truc en soi, tu pourrais dire, bah, ça fait téléphoner, quoi. Il voit il se crache, il trouve le gamin, il knew tout de suite la sympathie, le gamin ne s'étonne pas de voir Iron Man et puis commence à l'aider, etc. Tu pourrais trouver ça un peu forcé, mais sauf que tu vois dans son voyage intérieur, en fait, c'est hyper cohérent parce que quelque part, il doit aussi repartir de l'enfant qu'il a été pour pouvoir, tu sais, qui est le petit geek, tu sais, qui s'amusait avec tout ça, etc. et tout, qui est en plus, le gamin quelque part, on voit jamais ses parents. T'as pratiquement l'impression que c'est presque une projection de son esprit, tu sais. Ouais. Mais du coup, il doit renouer avec ça, comme tu dis, pour redevenir peut-être pour devenir le héros, en fait, tout simplement, pour devenir un héros, quoi. Et tu vois, et cette manière de déployer l'inconscient du personnage dans l'écriture, l'air de rien, bah, ça c'est quand même un exercice de scénario qui est pas évident à faire, quoi. Et je trouve et Black c'est très 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 bien sorti, quoi. Alors Adrien, pour conclure, c'est Iron Man 3, vas-y. Non, bah moi je crois que le problème c'est que je m'en étais fait la bande-annonce envoyée, mais tellement, mais du gros pâté, enfin, vraiment la bande-annonce a été complètement folle. Alors du coup, moi je m'étais projeté, je m'étais déjà fait mon film, je voyais quelque chose de très différent, quelque chose de, ouais, beaucoup plus sombre, où t'as Tony Stark qui pourrait pas se cacher avec le mandarin qui le trouverait où qu'il soit, avec une espèce de finale en feu d'artifice, un truc monumental, avec un gros truc, quoi. Et c'est vrai que c'est pas du tout ce que j'attendais. Et alors, des fois, tu as des films qui vont à l'encontre de ce que tu attends. Et c'est la grosse surprise, c'est la grosse découverte parce que bah, c'est complètement différent. Du coup, tu découvres quelque chose de nouveau. Mais là, j'ai pas apprécié. Le seul truc que j'ai vraiment apprécié du film, c'était les séquences avec le gamin, que j'ai trouvé plutôt réussi. Et pour le coup, je trouve que ces séquences sont beaucoup plus John Watts John Hughes que ce que John Watts voulait faire avec son Spider-Man. Et je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Après le coup du mandarin, ouais, là, j'ai commencé à péter un câble dans la salle parce que je trouvais que le mandarin était juste parfait. Je trouvais que le personnage de Guy Pearce, ouais, non, j'ai trouvé que c'était assez merdique parce que bah je l'ai pas trouvé intéressant. Je le voyais venir à des kilomètres et puis ouais, il m'a fait chier. Enfin, je le trouvais chiant et convenu et pas intéressant. La fin, ouais, j'ai pas, ouais, pareil, elle m'a ennuyé. Je l'ai pas trouvé sensationnel. Pareil, le personnage de Pepper, pareil, ça m'a fait chier. Elle m'a gavé. Elle était juste chiante, quoi. Elle était insupportable. J'avais envie de la gifler. J'avais envie de lui dire, fais comme la fille dans Mission Impossible 2, quoi. Va te jeter dans l'eau. Au moins, on passe à autre chose, quoi. Et pareil, la fin où il retire son cœur, et puis c'est trop mignon. Et puis, je sais pas, le film, j'ai pas apprécié. Je suis sorti de la salle, j'étais vraiment en mode pétage de câble et j'étais très en colère. J'ai vraiment pas apprécié le film. J'ai essayé de le revoir à 2 reprises après ça, et j'ai toujours pas réussi à accrocher. En plus, je trouve qu'il y a des séquences qui ne fonctionnent pas du tout. Ouais, c'est dommage parce qu'en plus, je trouve que pour le coup, comment il s'appelle Tony Stark, ouais, dans les séquences où il est dans la cabane, ça fonctionne super bien, t'y crois et c'est super intéressant, mais à côté de ça, ouais, puis ouais, je sais pas, ouais, non, ça m'a fait chier ce film. Et moi, vraiment, un des trucs que j'ai trouvé cool, c'est l'évolution du personnage de Gwyneth Paltrow, que je trouvais un peu transparente dans les précédents. Et là, je trouve que la manière dont le monde de Tony est chamboulé, en fait, lui donne en fait une nouvelle importance, des nouveaux enjeux et une nouvelle responsabilité. Et c'est pour ça que moi j'ai bien aimé la fin où en fait elle devient, elle acquiert les pouvoirs du méchant et puis elle commence à faire ça. Parce que j'ai trouvé que elle le déchargeait un peu en fait. Tony Stark se décharge enfin de la charge de la charge qu'il se voit obligé de s'imposer. Et c'est pour ça que je trouve même que tu as un aspect qui est beaucoup plus interactif entre Stark, entre Pepper et même avec le personnage de War Machine. Don Cheadle, voilà. Tu sais, tu as un vrai échange, tu vois, qui n'en font pas que des accessoires, qui sont là pour servir l'ego de Robert Downey Jr. Et juste pour vraiment conclure là-dessus, il y a un truc aussi qui fonctionne très bien dans le film et qui, je trouve, et qui te montre que Shane Black était quand même bien fait pour être soluble dans le système Marvel, c'est les joutes verbales.
parce que Shane Black, c'est quand même un mec qui adore les jeux verbales et qui sait très bien les filmer et qui sait très bien définir ses personnages à l'intérieur. Et mine de rien, ça dynamise vachement la formule Marvel d'avoir un mec qui a ce sens du timing là, quoi. Et parce que je pense qu'une des plus grosses influences de Marvel, même si ça paraît pas évident, c'est Quentin Tarantino. Parce que Tarantino, c'est un mec qui fait beaucoup de dialogues, et qui aime bien suspendre la fiction pour le plaisir du beau verbe ou alors pour une digression, etc. Et ces digressions dans Marvel, c'est toujours des trucs qui viennent systématiquement te casser le rythme, te casser l'immersion, te casser le récit, te casser l'enjeu. Et Black, je pense que du coup, Marvel, dans leur formule, ils ont bien retenu ça. Et Black, je trouve que c'est un type qui arrive vraiment à s'approprier le truc pour faire quelque chose qui déroule, en fait. Ça déroule bien, en fait, dans les scènes de dialogue. Et ça, mine de rien, c'était pas donné à tout le monde. Ça marche. Bon, écoutez, on va se faire un extrait d'Iron Man 3 et on se retrouve pour la courte séquence vidéo club. On va vous donner quelques conseils. Tie yourselves to those chairs. I'll let you live. In 5, 4, bang! Wow, that was... You should be gone by now. You should already been gone. I am just beyond terrified. Here it comes. 3, 4... Shut up. 5, 4, 3, 2, 1. Told you. Alors, on vient de voir un extrait d'Iron Man 3, que nous a présenté Guillaume avec beaucoup de ferveur et d'admiration blackienne. Et faut pas oublier de toute façon que Guillaume aussi aime beaucoup The Predator. C'est exactement, tout à fait. Je tiens à le rappeler. Voilà, l'émission est terminée. Bonne soirée. Et donc, on en arrive à la séquence vidéo club. Well, this is the last time I rent here. You'll be missed. Screw you! Chacun va nous donner un petit conseil très rapidement. Giovanni, dis-nous tout. Au départ, en fait, je voulais vous parler d'un vrai super-héros, alias Dustin Hoffman. mais je me suis dit que c'était peut-être pas le meilleur moment, ni le meilleur endroit, ni le meilleur vlog pour le faire. Non, plus sérieusement, il y a une belle édition de Tootsie qui vient de sortir chez nos amis de chez Carlotta, mais que vous conseillez par rapport aux super-héros? Tout simplement l'excellent travail qui a été fait par Disney, notamment pour ressortir en version 4K, puisqu'on parle à des fins techniciens, j'en suis sûr, qui vont aimer la HD en 4K, enfin bref, tout ce qui va bien pour prendre un max de plaisir et un max de spectacle. Il y a de très belles éditions de tous les films de l'univers du MCU qui sont dispo en 4K dans des beaux boîtiers en général. On peut même trouver des trucs pour les collectionneurs, les fameux steelbooks avec des looks un peu plus sympas, boîtiers métalliques. Enfin bref, jetez-vous dessus parce qu'il y a de belles choses et très sincèrement, pour en avoir testé quelques-uns dans le salon avec le matos qui va bien, ça fait le taf et ça permet de revoir les films dans de très très bonnes conditions. Et si vous avez près de 500 €, vous pouvez acheter l'intégrale des films du MCU. Mais 500 €, je veux dire pas moins. Tu vois, non, mais c'est $100, 500 €. Normal, la base. J'allais dire que de la 4K pour regarder de la télévision ripollinée au filtre numérique terne et dégueulasse. Oh, par contre, j'avoue que Ça, c'est du caca en 4K. Qu'est-ce qui prend le caca ou la 4K? alors Adrien, tu nous conseilles quoi? Alors, très rapidos, si vous aimez les super-héros sombres et dangereux, je vous conseille The Punisher avec Dolph Lundgren. Je crois qu'il y en a un de vous qui l'a vu déjà. Je crois que c'est Guillaume. Ouais. Moi, je l'ai vu il y a longtemps. Sympathique, qui vraiment en plus fonctionne bien. C'est pas une ultra violence, mais ça fonctionne bien. Donc, si vous l'avez pas vu, essayez de le trouver, c'est vraiment sympa. Et ensuite, je voudrais rendre un hommage à Patrick Poivet, qui est décédé là, il y a 1 ou 2 jours, qui est la voix officielle depuis ses débuts de Bruce Willis, qui est un acteur qui m'est vraiment très cher. Et du coup, ça m'a rendu triste parce que c'est un peu c'est un peu comme s'il y a une partie de Bruce Willis qui partait, parce que c'était vraiment, on pouvait pas dissocier les deux. Bruce Willis, c'était vraiment sa VF, quoi. Donc je trouvais ça vraiment très triste et voilà, c'était pour rendre un hommage parce que Bruce, le bel hommage à lui rendre, tu vois, une voix incroyable. Mais tu vois, pour compléter ça, j'ai lu un truc suite à sa disparition, justement, à ce fameux doubleur, que on disait le plus bel hommage qu'on peut lui rendre, c'est simplement de se dire que
on préfère parfois regarder les films de Bruce Willis en français, tellement le doublage est bon et la voix lui va bien, quoi. Et effectivement, ça fait partie de ces quelques classiques. Nous qui, dans Popcorn Reborn, revoyons souvent les films des années 80-90, où il y en a certains avec le doublage. Moi, par exemple, les doublages de Stallone, je les adore en français, parce que putain, le mec est bon, quoi. Enfin, voilà, c'est la voix. C'était pareil, effectivement, avec le travail de Patrick Poivet sur Bruce Willis. Ouais. Mais pour rebondir sur ce que disait Adrien, c'est une partie de Bruce Willis qui s'en va. Moi, je pense que toutes les parties de Bruce Willis s'en sont déjà allées bien avant. Donc, salaud, c'est la dernière partie de Bruce Willis. Non, parce que très franchement, franchement, il y avait encore Patrick Poivet. Mais heureusement qu'il y avait encore Patrick Poivet, parce que Bruce Willis, il est parti depuis bien plus longtemps, quoi. Patrick Poivet faisait un meilleur Bruce Willis sur tous ses derniers films que Bruce Willis. Quand Bruce Willis jouait en français, en fait, c'était Patrick Poivet qui jouait, en fait, parce que Bruce Willis ne joue plus. Alors Guillaume, hommage. Pas un hommage, mais du coup un conseil. Alors un conseil pour moi, j'ai pas les jaquettes, mais imaginez que dans ce rectangle-là, vous avez celle de Blade 1 et Blade 2, en fait, et vous aurez ma recommandation vidéo de ce petit vlog de déconfiné. Sans vouloir m'attarder plus que ça sur les films, je pense que c'est des films qui sont très importants. D'une part parce que contrairement à ce qu'on a dit, ce ne sont pas les X-Men en fait qui ont posé tout seuls comme des grands les bases d'un avenir, d'un horizon futur héroïque crédible pour le genre et pour le cinéma. C'est le premier Blade en fait, c'est le premier Blade qui dans son travail d'écriture, dans sa manière de poser le personnage, dans sa manière de traiter sérieusement avec avec une vraie dramaturgie, un perso qui avait des sabres qui lui sortaient partout, qui était super iconique avec des lunettes de soleil et compagnie. Alors que dans les années 90, ce genre d'image, c'était des trucs un peu campy, un peu ridicules avec lesquels s'amusaient les studios. Là, il y avait enfin un écran dramatique sérieux, quoi. Donc le mec composait vraiment l'horizon d'un traitement scénaristique, d'un traitement narratif, dramatique, sérieux pour un personnage de comic book. Et dans Blade 2, qui est absolument fondamental, là, on reprend en fait cette idée du traitement du personnage, mais dans un écrin visuel qui va s'autoriser toutes les expérimentations, qui va faire avancer en fait conjointement avec les Wachowski, avec les Matrix Reloaded, conjointement avec Spider-Man 2, etc. Le langage visuel en fait de plusieurs étapes. Et c'est tout ce langage qui aujourd'hui est digéré et repris par Marvel, qui ne fait finalement, dans sa majorité, parce que les exemples qu'on a cités tout à l'heure on prouve qu'on n'est pas aussi unidimensionnel que ça, mais dans la majorité, ils ne font que quelque part se reposer sur les acquis, en fait, qui ont été posés par Del Toro sur Blade 2, par Raimi sur Spider-Man 2, par les Wachowski sur les Matrix Reloaded, quoi. Et donc voilà, on revoit les deux. Et surtout, l'interprétation de Wesley Snipes, qui est l'une des interprétations de super-héros les plus sous-estimées du genre ever, à tout jamais. Donc Wesley... Dans Blade 2 fait des petits sauts carpés magnifiques. Ouais. Vraiment magnifique. Et d'ailleurs, quand Guillaume dit que en plus ça a expérimenté comme les Wachowski, j'avais un peu mal pour les Wachowski et ceux qui ont bossé sur les Matrix quand même. Parce que, non mais le plan où t'as Wesley Snipes qui saute du toit, qui te fait un salto et retombe avec la caméra qui le suit comme ça, etc. Tu voyais ça au Cinoche à l'époque, mais t'en pouvais plus. T'avais la mâchoire qui était juste défragmentée, quoi. Et autant dans le premier, tu avais déjà cette volonté de te mettre un héros qui avait l'air de sortir tout droit d'un dessin animé japonais ou d'un comic book ou alors même d'un fantasme pur de cinéma d'action. Mais là, en plus, dans le 2, tu as tout le langage visuel qui est à l'avenant de ce fantasme-là, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est une œuvre fondamentale. Et encore une fois, Wesley Snipes et l'interprétation de Wesley Snipes dans le rôle titre est sans doute la plus sous-estimée de l'histoire du genre. De l'histoire de l'humanité, je pense. Ouais, et puis Blade 2, je pense que c'est le plus sous-estimé de l'histoire de... Des petits sauts carpés. Voilà. De l'histoire. Et du coup, pour terminer, je vous présenterai ça, qui est sympa. C'est une série animée Captain America des années 60.
donc qui reprend en fait les comics des années 60. Donc quand Captain America est retrouvé congelé et puis qu'il revient, dans la société américaine. Ça a été édité chez TF1 Vidéo il y a quelques temps. C'était pas pour rien, je trouve, surtout pour ce qu'il y a dessus. Alors c'est assez sympa. Par contre, l'animation, c'est de l'animation limite très typée comic book. C'est-à-dire que quasiment rien ne bouge. La bouche bouge, un bras bouge de temps en temps, mais c'est très 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 limité. Par contre, le Spider-Man des années 60, quoi. Ah non, le Spider-Man des années 60 était encore plus développé que celui-là. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ouais, c'est déjà pour dire. Donc, ils ont fait la même chose avec Iron Man. Et franchement, en plus, les thèmes principaux sont juste assez fandards. Le thème d'Iron Man de la série animée, on peut l'entendre dans le premier film. Tony Stark makes you feel he's a cool exec with the heart of steel. And Iron Man, all jets aflame. Lui de Captain America, on l'entend pas par contre. Et il est assez rigolo. Donc je vous conseille de découvrir ça, c'est pas mal. Et surtout si vous avez jamais vu un comics, bon, dites-vous que ça bouge pas énormément, mais c'est sympa. Donc je pense qu'on va se quitter là-dessus si vous êtes bien d'accord. Et pour le prochain thème, on ne vous dit pas ce qu'on va faire parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire. Et puis ce sera encore une meilleure surprise parce que vous vous attendiez pas à ce qu'on parle de Marvel, je suis sûr, et que quand vous allez voir Marvel, vous allez dire ils vont les dégommer, c'est des gros enfoirés. Et ben non, on est des gens bien. Donc on vous dit à bientôt et bonne soirée. Ouais, ciao. Plaisir. When Captain America throws his mighty shield, all those who chose to oppose his shield must yield. If he's led to a fight and a duel is due, then the red and the white and the blue will come through when